Et c'est parti pour le 393e épisode du Coup Tordu. Le Coup Tordu, ça parle vélo, ça parle cyclisme. Le 393e épisode du Coup Tordu. Le Coup Tordu, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés. C'est dingue, hein, ça fait une semaine qu'on n'a pas fait de podcast. J'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on n'a pas fait de Coup Tordu. Alors, je vous rappelle que dans le dernier épisode, on était avec Francesco. On est en plein dans la période des interviews. Dans l'épisode précédent, nous étions avec Francesco, célèbre manager de Side Limit, qui a défrayé la chronique en cette année 2025. Je vous annonce un petit peu ce qui va se passer pour la suite. Donc là, on enregistre cet épisode le mercredi 12 novembre 2025. Je vous annonce que ce samedi, donc samedi 15 novembre 2025, dans le cours de la matinée, vous aurez un épisode avec Yanis Voisard. Yanis Voisard, que vous connaissez tous bien évidemment, coureur de la Tudor, l'équipier de Marc Hirschi et de Julien Alaphilippe. Mercredi prochain, le 19 novembre 2025, Luca de Rossi, le Marseillais de la China Glory, sera présent dans le Coup Tordu. Et puis d'ici à la fin de l'année, vous aurez du Jordan Jegat, du Pierre Barbier, Clémence Latimier également, de ma petite entreprise. Donc voilà, il y a plein de surprises, il y a plein de choses. Guillaume Soula également d'Eurocycling, plein de choses qui se préparent dans le Coup Tordu, mais ça fait un petit moment qu'on en parle et j'ai envie de dire, je pense que parmi tous les joueurs de tennis, c'est peut-être le plus passionné de cyclisme, de vélo. Corentin Denoli est avec nous dans le Coup Tordu. Comment tu vas, Corentin ? Ça va au top, un plaisir d'être dans le podcast. Est-ce qu'on peut dire, Corentin, que parmi tous les joueurs, parce qu'on va te présenter un petit peu, bien évidemment, c'est la première fois d'ailleurs qu'on reçoit quelqu'un qui fait un sport autre que le cyclisme dans le Coup Tordu, est-ce qu'on peut dire que parmi tous les joueurs de tennis, t'es le plus passionné de vélo ? Oui, sans trop de doute. J'ai plein de potes qui, quand ils me voient arriver dans un club ou peu importe l'endroit, ils m'appellent par un nom de cycliste plutôt qu'un joueur de tennis. Donc des fois, je leur dis, les gars, je suis quand même encore joueur de tennis un petit peu quand même. Ils t'appellent comment ? Mais... quand je vais m'entraîner de temps en temps à la Fédé, il m'appelle Poggy. Voilà. C'est bon ça c'est bon. Bon, Corentin, je suis pas tout seul pour te recevoir dans le Coup Tordu, puisqu'il est avec nous, le plus passionné des passionnés. Monsieur Thibaut, alias Latib, comment va mon Thibaut ? Eh ben, ça va très bien, j'espère, et je m'excuse d'avance. J'ai lu les commentaires sur le dernier podcast auquel j'ai participé. Mon audio était dégueulasse, c'est mes AirPods Pro 2. Donc là, j'ai pris des AirPods filaires. J'espère que le micro passe, sinon je trouverai une autre méthode. Mais pour le reste, je suis content de faire ce podcast avec Corentin et j'espère qu'il aura presque autant de mordants, quoique peut-être pas, qu'un chien californien. Alors là, faut expliquer la ref parce que je l'ai pas. Oh Corentin là. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Corentin ? Un chien californien. Non, alors, si c'est par rapport à la morsure que j'ai eue. Exactement, c'est californien. Ouais. C'était en Géorgie, mais en Géorgie à côté de la Russie, pas en Géorgie américaine. Non, c'est pour ça que californien. Je me suis trompé. J'ai tapé mon sujet, mais pas trop. Ouais, je vois ça. Non, je me suis fait mordre par un chien en tournoi une fois. Ouais. Donc voilà, petite anecdote à raconter. C'était pas très grave. J'ai pas pu jouer le tournoi en simple parce que je pouvais pas courir, mais je me suis battu, j'ai serré les dents et j'ai fait le tournoi en double et on avait pu gagner. Donc voilà, une petite cicatrice sur le tibia et puis voilà. Mais alors attends, t'es en match, il y a un chien qui débarque. Non, en fait là-bas en Géorgie c'est connu, il y a beaucoup de chiens errants et je rentrais du club pour aller dans le Airbnb. Et il y a beaucoup de chiens dans la rue et je rentrais, j'étais franchement à 50 mètres de l'appart et il y a un chien qui est sorti d'un garage qui m'a mordu la jambe et qui est parti tout de suite. Donc voilà. Petit tour aux urgences au fin fond de la Géorgie où personne parlait anglais. C'était assez sympa. Bon, Corentin, on va parler bien évidemment ta vie de joueur de tennis. À l'ATB, t'es combien ? Tu finis l'année 2025 350, c'est ça ? Un petit peu plus, je crois que j'ai perdu des points, 370e je crois en simple et 300e en double, un truc comme ça à peu près.
Bon, on va parler vélo, on va parler tennis, hein, Ouais. on va faire tout un petit peu tous les parallèles entre ces deux sports. Le coup tordu, bah tu connais un petit peu la tradition, Corentin. Bien sûr. On aime bien attaquer avec l'actualité vélo. Thibaut, je vais aller vers toi déjà. Bah Thibaut, on va commencer par on va avoir une pensée pour Johan, pour Jérémy Sakian, l'arrêt de Saderaï. Thibaut, on a appris ça juste avant le podcast. Oui, demain ce sera le dernier podcast. Les podcasts, ça vient. Des fois, faut faire avec les disponibilités des certains. Quand ça devient un peu plus compliqué, c'est du taf, hein, mine de rien derrière. Donc, parfois, il est temps de dire au revoir et de tourner une page pour en écrire une nouvelle. Les podcasts, ça déraille, il s'arrête pour Johan, mais il y aura quand même d'autres sujets. Il est animateur d'autres podcasts, donc mine de rien, bon, c'est un podcast vélo qui s'arrête, mais il y a d'autres histoires qui continuent. Et cet hiver, il y a Bac à Sable qui est quand même là. Donc non, c'est dommage parce que ça reste un format sympa où on est quand même aussi un peu dans la déconne, sur des quiz assez sympathiques. Mais honnêtement, c'était sympathique parce que moi, j'y ai participé. J'y ai participé avec des mecs du milieu journalistique, des pointures. Qui m'ont ouvert des opportunités. On a fait le quiz Saderaï à Paris, si tu te souviens, Vincent. Ah que oui, oui, notre magnifique 4e place sur 4 là, j'en ai pas passé une là. J'ai tout mis à côté quoi. Encore merci aussi à Théo Barbet du Kiel qui m'avait invité pour commenter une course de vélo sur l'équipe, mais du côté du en ligne, pas du linéaire, à savoir le Tour du Munster. Non, franchement, et puis ça reste une belle famille. On va quand même rester en contact, les voir, mais non, c'est une page qui se ferme pour d'autres qui s'ouvrent. Toi, Corentin, ça déraille. En tant que fan de vélo, j'imagine que ça faisait aussi partie un petit peu de ta playlist des podcasts que tu écoutes. Ouais. Pour être honnête, les podcasts, à part le coup tordu et Saderaï, je crois que j'en ai peut-être pas écouté d'autres. Donc, j'ai commencé par le coup tordu et puis forcément après, on a des podcasts similaires qui proposent. Donc, je sais que j'aimais bien. Je sais pas, quand je partais courir, quand je voyageais beaucoup, etc. C'est toujours sympa. C'était pareil dans la bonne humeur et tout. Donc voilà, ça fait un podcast de moins, mais je pense qu'il y en aura d'autres. Voilà, le vélo, c'est un sujet qui passionne. Exactement. Rappelons quand même que la qualité première pour participer à Saderaï est d'avoir un quota de saucisses à balancer. Ouais. Faut venir avec le panier de saucisses. Non mais c'est vrai ce que tu disais, Corentin, et ça rejoint un petit peu mon analyse. C'est-à-dire que je trouve qu'en podcast audio, il y a vraiment possibilité d'en rajouter. D'ailleurs, quand Bistro Vélo est revenu, on avait eu l'année dernière quasiment à la même époque le Pierre Frileux qui nous annonçait dans le coup tordu le retour de Bistro Vélo. Et ça avait été aussi un échange que j'avais eu avec Guillaume Di Gradia quand j'avais été à Eurosport. Il y a eu beaucoup de retours aussi. Bistro Vélo est revenu sur YouTube, donc évidemment sur la chaîne Max, mais on a vu une frustration de beaucoup de suiveurs de pas avoir Bistro Vélo en audio sur les plateformes de podcast. Et pour en discuter également avec des collègues qui ont des studios de podcast, aujourd'hui les créateurs de podcasts sont vraiment focus et focalisés sur toute la partie vidéo, et cette partie audio elle est vraiment mais complètement négligé. Moi, je me mets à votre place, vous qui êtes à l'écoute du coup tordu, Corentin, tu le disais, voilà, en allant faire son footing, j'imagine aussi pendant les voyages, tu as beaucoup de trajets en avion, mais aussi tous les gens qui se lèvent, qui vont bosser, qui vont, voilà, je vois que les audiences du coup tordu, c'est vraiment le matin entre 7h et 10h, c'est les deux tiers des audiences. Donc, je le dis, voilà, pour ceux qui voudraient se lancer, qui voudraient aller sur des choses dans le cyclisme, on voit que dans le trail, il y a des podcasts qui se créent, mais dans le trail, il y en a 2 tous les jours qui se créent. Dans le vélo, je vous le dis, il y a la marge. Tu allais dire un truc, Corentin? Non, je suis complètement d'accord avec toi. J'ai rien à rajouter. Voilà, il y a de la place. Ah oui. Non. Non, mais pour rajouter quand même, en sachant que c'est l'audio qui prime, l'important de la qualité. C'est pour ça aussi que je cherche quand même à avoir un bon micro avec mon iPhone et que je suis passé sur le filaire en espérant que le micro soit meilleur, parce que
tu écoutes un podcast, tu ne le vois pas. Donc l'audio est important. C'est pour ça que je cherche quand même à gommer ce petit défaut. Donc exit les AirPods. Faut le dire, on enregistre 80% de notre podcast par le biais du téléphone où tu passes les appels et tu les enregistres, et 20% via Discord. Via Discord, ça pose pas trop de problèmes au niveau du micro. C'est là peut-être au téléphone où il faut que moi je trouve le bon réglage. Donc, je m'en excuse d'avance auprès de nos auditeurs. Non, mais là c'est bon. Ne faites pas. Là on est bien, t'inquiète. On est bien pour cet épisode, Thibaut. Puis bon, on est en train de préparer des choses aussi. On va s'intéresser également un petit peu à la vidéo. On vous dira tout très très vite dans les jours qui viennent. On va basculer sur l'actualité vélo, les Rockets. Voilà, on n'en a pas encore parlé dans le podcast. Le transfert de Lafay chez les Rockets, et on va dire la stratégie globale de cette équipe, donc qui est sous pavillon français, officiellement bien évidemment. Donc, Corentin, tu vas réagir. Toi Thibaut, qu'est-ce que ça t'inspire tout ça? Bon move ou pas pour Victor Lafay? Ouais, mais j'apprécie, honnêtement, ça me faisait chier de le voir prendre sa retraite si jeune, si proche de son potentiel maximum. Je pense qu'il n'a pas retiré la quintessence de ses capacités sportives qu'on connaît, qu'on a vu même très récemment en fin de saison du côté de la Chine. Donc non, ça me fait plaisir. Et puis si quelque part ça le libère un peu de ce poids et de cette exigence des équipes World Tour pour aller vers une équipe qui correspond peut-être plus à sa philosophie de train de vie en termes d'entraînement, d'envie, de pression, je suis content que Victor Lafay aille trouver un terrain gagnant-gagnant entre lui et son équipe. Toi, Corentin, ça t'inspire quoi, cette équipe TDT et ce transfert de Victor Lafay? Déjà, comme Thibaut l'a dit, c'est vrai que je pense qu'on restait un peu sur un goût d'inachevé sur sa carrière s'il prenait sa retraite. Parce que voilà, on était resté sur le Tour de France après la blessure, et au final, c'est quand même un coureur qui peut nous faire vibrer, donc qui puisse retrouver une équipe comme ça qui aura peut-être des opportunités pour gagner sur des courses un peu plus abordables avec un peu moins de concurrence. Ça peut être hyper intéressant pour lui et pour l'équipe, je pense. Donc je pense que c'est un deal qui est gagnant-gagnant. Ouais, totalement. Oui, non, mais je trouve que dans l'état d'esprit, voilà, c'est autant parfois il y a des mariages un peu forcés, un peu bizarres. Autant là, oui, il y a tout pour que ça soit une belle histoire d'amour entre les deux équipes. De manière plus globale, Thibaut, sur l'écosystème des Rockets. Là, on voit beaucoup. J'ai envie d'un petit peu continuer un petit peu la réflexion. On a vu récemment Marc Madiot, il y a Jérôme Pinault qui soulevait des questions. Là, ça débat encore, ça discute. Est-ce qu'il faut faire payer les arrivées? On voit qu'on réfléchit à chercher un petit peu de thunes, des sponsors à droite, à gauche. Mais finalement, est-ce que le modèle à suivre, est-ce que Thibaut, il est pas en train de mettre véritablement une branlée en communication à l'intégralité de ceux qui pensent un petit peu comme, on va dire, le modèle d'après-guerre qu'on connaît depuis Jacques Anquetil? Il a une communication un peu plus jeune, ça se ressent, ça se voit, on apprécie. Non, ouais, je sais pas si c'est une branlée, parce qu'il y a certaines autres équipes qui ont une très bonne communication, oui, mais ils sont dans l'excellence. Puis en termes de recrutement, ils vont chercher les bons noms aussi pour l'avenir et pour leur ouvrir des portes et leur ouvrir les portes de juillet. Donc la signature de Lafay n'est pas aussi anodine que ça, parce qu'on va chercher une identité française pour une équipe qui est passée sous pavillon français, sur une équipe qui peut avoir cette wild card pour le Tour de France. On a signé des coureurs de renom, et on va aussi chercher une identité un peu plus Frenchy, une French touch, avec des coureurs qui ont quand même marqué le Tour. Donc ouais, non, j'aime plutôt la dynamique du côté des Unibet Titema Rocket. Mais est-ce que Titema n'a pas quitté un peu ce naming? Oui, bon, enfin, il va pas quitter il quitte le naming, mais il va pas quitter le projet, évidemment. C'est surtout pour avoir le naming 2026. Ouais. Là, je suis sur le naming 2025. Mais oui. Bon, on reste quand même dans la philosophie de l'équipe, et non, franchement, j'apprécie. Puis ils ont quand même des coureurs qui se sont montrés.
des coureurs qui font une belle identité et qui ont surtout une très belle philosophie. Hein. Je te ramène quand même vers l'interview que j'avais fait de Lucas Koubis, ouais. Et de son envie, de son caractère. Honnêtement, c'est un coureur qui me plaît totalement. Quand je disais, je cite souvent un petit peu l'exemple de la Groupama parce que j'ai vu Marc Madiot un petit peu qui pleure beaucoup pour aller chercher des sponsors. Shit Marc Madiot, mais je le cible pas précisément. Voilà, ça peut être aussi pas mal de managers, mais je laisse chacun aller se faire son idée par soi-même, aller sur la chaîne YouTube des Rockets, aller sur la chaîne YouTube de la Groupama. C'est criant en termes de communication. Regardez les vues, regardez le buzz, c'est pas normal de leur mettre une branlée monumentale, même si Tietema est spécialiste. Je trouve que si, parce qu'ils ont quand même leur ADN première à l'équipe Tietema. Je te rappelle que ça reste des youtubeurs. Oui. Ils ont tous les codes. Ouais, mais à la Groupama, t'as quand même des mecs plus connus, t'as Godu, t'as oui, évidemment. Grégoire, c'est une équipe qui est historique dans le peloton. Tu peux pas te faire soulever comme ça en 3 ans en matière de com. Ouais, mais c'est pas eux qui font la communication, c'est pas les coureurs. Non, je parle pas des coureurs. Ah oui, non, mais moi je parle de la stratégie globale de l'équipe où je pense que t'en penses quoi tout ça, toi, de Corentin? Ouais, c'est vrai que les Rockets, voilà, c'est parti de YouTube et comme Thibaut l'a dit, ils ont les codes et c'est vrai que je pense que ça manque un peu de contenu un peu aussi extra sur plein de choses. Il y a de quoi faire et sur la FDJ, moi je sais qu'il y avait une époque, j'avais bien aimé, ils avaient fait des petites vidéos quotidiennes un peu sur le Tour de France. Surtout voilà, le tour c'est pour le grand public, ça paye et les gens seraient contents d'avoir plus de contenu, je pense, en inside un petit peu. Donc ouais, je suis aussi d'accord que c'est pas si surprenant que ça vis-à-vis des deux équipes que les Rockets soient sur la com soient vraiment au-dessus et voilà, c'est une autre génération de coureurs, d'équipes, ils savent faire. Voilà, ils ont les codes et c'est bravo à eux pour l'instant parce qu'ils sont partis de YouTube et ils sont hors du Tour de France presque. Grave. Ah oui. Puis en termes de code, de sponsoring, de prestige, la différence est totalement opposée. Et la Groupama aura aussi peut-être un peu plus une com un peu plus verrouillée au niveau des sponsors. On voit avec certains coureurs qui n'ont pas fait les beaux jours en termes de polémique et on verrouille aussi du côté des grosses équipes, mais pas que de la Groupama, hein. Un peu plus la com du côté de certains coureurs parce qu'on sait que ça peut vite un peu nuire à l'image de l'équipe et des sponsors. Ouais, mais regarde la Visma, t'as du storytelling, ils ont une véritable équipe de prod, ça coûte de l'argent. Évidemment, la TDT a pas ces moyens-là, mais moi je te retourne un petit peu l'argument contraire, Thibaut. On voit Madiot qui dit, encore une fois, Marc Madiot, c'est pas le seul, mais qui dit qu'il a vraiment du mal de plus en plus à chercher de l'argent et à trouver des partenaires. Mais moi j'ai l'impression qu'avec le modèle que proposent les Rockets, eux, ils ont zéro souci pour proposer des partenaires, pour trouver des partenaires. Pourquoi ? Parce qu'ils proposent un truc frais, un truc actuel que les marques ont envie d'avoir. Mais ils prennent aussi des partenaires qui leur rapportent beaucoup moins que ce que peuvent rapporter les partenariats de la Groupama. C'est pas faire offense entre les deux niveaux, mais il y a quand même une classe d'écart en termes de budget. Même si il y a quand même une classe d'écart entre les Groupama et le haut panier du World Tour, faut pas se mentir. Oui. Et ça devient de plus en plus compliqué. Mais la dynamique est enclenchée, ils vont attirer du monde. J'espère pour eux parce que c'est une équipe qui mérite plus, qui mérite d'être vue, puis qui mérite d'être sur la plus grande course du monde parce qu'ils nous ont montré qu'ils ont les coureurs de qualité, ils ont le recrutement pour le faire et puis pour nous faire un bon tour parce que dans la philosophie de course aussi, Tietema, s'il est présent sur le Tour de France, les étapes, comme on a vu du côté des étapes de sprinter, il est là aussi pour montrer un peu le maillot et pour dynamiser un peu la course que certaines grosses équipes ne veulent plus prendre. Et il est là aussi pour montrer que ces étapes-là servent aussi à quelque chose.
Écoute, en tout cas, on devrait avoir les wildcards dans les semaines qui viennent. Corentin, toi, est-ce que dans le tennis, c'est un sujet. Bon, alors les joueurs, voilà, vous êtes en individuel, bien évidemment, même si on va en parler. Voilà, t'as des coureurs qui drainent des véritables équipes derrière eux. Est-ce que t'as des joueurs comme ça qui, on va dire, réussissent un petit peu à optimiser leur classement, des joueurs ou des joueuses qui, on va dire, ont un classement moyen, mais qui vont réussir à attirer plus de sponsors que des joueurs ou des joueuses qui sont meilleurs qu'eux, mais qui n'ont pas cette réflexion de communication par rapport à tous les réseaux sociaux. Ouais, bien sûr. C'est vrai que maintenant, même dans les clauses de contrat qu'on peut avoir avec les différentes marques, ça va être d'être présent sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est déjà primordial. Plus après, en fonction des fois du nombre de followers que tu peux avoir des plus gros contrats. Donc si tu es assez présent sur les réseaux et que tu as une grosse communauté, les marques vont venir directement à toi. On prend l'exemple qui fait le parallèle avec les Rockets, c'était Jules Marie qui avait repris le circuit en filmant tous ses matchs, et qui avait sa chaîne YouTube, et lui il est remonté dans les 200, à peu près 200e mondial. Donc c'était son projet, voilà, de pouvoir avoir accès au qualif de Grand Chelem, ce qui est quand même ce qui parle au grand public. Et voilà, lui il a eu des gros contrats, parce que forcément sur YouTube il y avait du monde, sur Insta pareil, beaucoup de posts, etc. Par contre, à côté de ça, forcément, il avait engagé un vidéaste. Il voyageait pas avec un coach, mais il voyageait tout le temps avec un vidéaste. Donc après, c'était, on va dire, un double projet. Il était plus que joueur de tennis, il était aussi youtubeur. Et YouTube lui rapportait de l'argent, lui rapportait aussi de la visibilité, donc des contrats. Mais à un moment donné, c'est vrai que la question se pose, est-ce que tu peux faire ça tout seul ? C'est un peu compliqué. Si tu veux vraiment passer du temps, faire du contenu de qualité. Et après, forcément, si tu veux t'entourer, ça coûte de l'argent. Et dans le tennis, vu qu'on n'est pas salarié, c'est un peu le nerf de la guerre. Et investir dans un vidéaste, dans quelqu'un qui peut te faire du contenu, ça peut vite être un frein. Et c'est à certains classements, c'est pas non plus la priorité, quoi. Il y a pas des entreprises ou des sociétés qui peuvent s'occuper, je sais pas, peut-être de 5, 10, 15 joueurs, sous-traiter un petit peu le truc pour réduire les coûts ? Si, après, il y a des agences de com, mais après, pour que les agences de com fassent du contenu, il faut leur envoyer des vidéos, des photos, etc. Donc, si t'as pas quelqu'un qui te sort son téléphone quand tu t'entraînes, voilà, moi je vais prendre mon exemple, je suis quasiment tout le temps tout seul en tournoi, parce que ça coûte cher d'avoir un staff et tout en tournoi. À part si j'ai un pote qui peut me filmer, mais j'ai pas envie de passer mon temps avant l'entraînement, de mettre mon trépied, après de devoir faire les rushs, machin, envoyer c'est pas dans. Alors, peut-être que je suis on va dire stupide et que je perds des followers, du coup des contrats derrière. Mais la base, pour moi, c'est d'être focus sur le tennis et sur le terrain. Alors après, les top joueurs, forcément, ils ont une équipe monumentale autour d'eux, et forcément la com, elle est hyper bien gérée. Mais pareil, ça a un coût, et à un certain niveau, les joueurs puis pareil, on n'intéresse pas non plus beaucoup de monde sur des agences pour regrouper des joueurs, etc. Faut que ça les intéresse. Les profils on n'est pas tous égaux, mais malheureusement. T'as le droit de jouer avec des Ray-Ban Meta ou pas ? En match, je ne sais pas, parce que c'est tout con, mais par exemple, là, le bracelet Whoop, on n'a pas le droit de jouer avec. D'accord. Parce que l'ATP est en train de passer potentiellement un accord avec eux. Enfin, ils veulent revendre les datas, et du coup, on n'a pas le droit. Par contre, la WTA, ils sont en contrat avec Whoop, donc je crois que toutes les joueuses reçoivent un bracelet avec l'abonnement, etc. Il y a Sabalenka qui est en contrat avec eux. Donc voilà. Les instances WTA, ATP, ITF, c'est encore une petite guéguerre interne. Donc non, les méta, je pense pas. D'accord, ouais.
Puis il va y aura un petit peu des crocos dans l'histoire, un petit peu comme à l'UCI, quoi. Donc c'est. Oui, voilà. Je vois, tout ça est très très politique, Corentin. Complètement. Bon. On va te présenter. Moi, c'est la première fois qu'on sort un petit peu. On va rester dans le vélo sur tout l'épisode. Voilà, on va faire plein de parallèles. Mais voilà, moi je le dis, je suis pas un immense fan. J'ai beaucoup suivi le tennis. J'ai un peu à l'ancienne, mais l'époque des McEnroe, des Connors, vraiment les années 80-90, l'épopée d'Henri Lecomte en finale à Roland-Garros. Bon, t'étais pas né, Corentin, mais tout ça, voilà, moi j'ai un petit peu suivi. Puis j'ai un petit peu lâché les même si Federer est pas si gentil que voilà, j'ai vu son début de carrière, il était un peu agresse, mais voilà, je trouve ça s'est un petit peu polissé avec le temps et ça m'a moins plu, on va dire, au niveau des top stars. En revanche, voilà pourquoi t'es aussi dans le podcast, c'est que j'ai toujours eu une passion, on va dire un regard sur tous ces joueurs qui sont au-delà, on va dire, de la 150e, 200e place mondiale, les gars qu'on voit dans les qualifs de Roland-Garros, vraiment les mecs qui se tapent pour bouffer. Et ça, c'est vraiment, si un jour je devais aller à Roland-Garros, j'habite pas très très loin, en plus j'y ai jamais été, mais à choisir, j'irais plus voir des matchs de qualifs, de pré-qualifs, ou alors des premiers tours où vraiment ça se tape sur le cours numéro 18. Donc on va parler un petit peu de tout ça, Corentin. Donc là tu nous as dit t'es 378e mondial. Alors comment t'occupes, je vais te poser un petit peu la même question qu'on pose aux cyclistes quand on les reçoit souvent sur cette période d'interview. Où t'en es précisément dans ton intersaison? Est-ce que la saison est terminée? Il y en a qui lâchent complètement le vélo, un rappel de Nasser Bouhanni qui pouvait lâcher le vélo lui pendant 2 mois. Bon, c'est de moins en moins le cas maintenant. Toi, comment t'occupes l'intersaison? Est-ce que tu lâches ta raquette? Est-ce qu'il y a une préparation foncière pour encaisser tous les matchs? Comment ça se passe pour toi? Là, c'est vrai que c'est la période où on est entre deux parce que il y a encore des tournois. Personnellement, je ne les joue pas parce que en France, on a le championnat de France par équipe qui va commencer. Donc on a notre première rencontre qui se joue samedi avec mon club, le Tennis Club de Paris. Et du coup, ça nous prend tous les samedis pendant 3 semaines. Et du coup, c'est compliqué de faire un tournoi en même temps parce que chaque tournoi se déroule sur une semaine avec les demi-finales ou la finale qui se joue le week-end. Donc ça veut dire que je pourrais pas faire les deux en même temps. Donc du coup, avec mon entraîneur et mon prépa physique, on a choisi de commencer en parallèle la prépa foncière et de coupler une période d'entraînement avec une période de match quand même pour le club, parce que voilà, les matchs par équipe pour nous c'est des rentrées financières qui sont assez importantes. Donc voilà, j'ai commencé cette semaine la prépa foncière on va dire en reprise, parce que le but c'est quand même de garder du jus et de la fraîcheur pour être performant les week-ends. Mais voilà, on est toujours sur une période fin novembre, début décembre, on fait tous notre prépa foncière pour commencer d'attaque en janvier. Et moi, c'est pas mon cas parce que je suis pas encore dans le cut, mais les joueurs qui vont en Australie pour faire l'Open d'Australie, ça part souvent le 26 décembre, voire ça fait pas Noël, pour être là-bas en avance et pour s'acclimater aux conditions, au décalage horaire et tout ce qui va avec. Donc là, c'est une période vacances pour certains, entraînement, juste garder le rythme pour les matchs par équipe. Mais oui, on est sur l'intersaison et on est quand même sur une période foncière qui arrive pour tout le monde. Alors je l'ai pas précisé, donc t'es parisien, 92, Boulogne-Billancourt, c'est ça? J'habite à Boulogne, mais je m'entraîne du côté du Club de Paris et je suis né à Vienne, au sud de Lyon. Okay. Donc voilà, je suis sur Paris depuis mes 18 ans. D'accord. Et donc là tu en as 28, c'est ça? C'est ça. Ouais, okay. C'est ça. Et c'est comme j'allais dire comme cycliste professionnel, comme tennisman professionnel, ça va être ta combienième saison là? C'est dur à dire parce que officiellement, dès qu'on commence les tournois professionnels sur le circuit, on peut dire qu'on est professionnel. Après, moi, je vais considérer que j'ai joué le circuit junior jusqu'à la fin de l'année de mes 18 ans. Et après, j'ai switché complètement. Je suis parti m'entraîner 4 ans à la Fédé.
Et puis voilà, à partir de là, on fait que ça. J'ai eu l'avantage de passer mon bac avec un an d'avance, donc du coup, j'étais assez tranquille sur la dernière année des juniors. Parce que voilà, il y a quand même aussi quand on est jeune, un projet aussi scolaire à suivre pour que ça soit pour moi en termes de sécurité au cas où ça ne marche pas, pour mes parents, pour plein de raisons. Donc voilà, on va dire que ça fait 10 ans que maintenant je fais le circuit à temps plein et je fais que ça. Sur cette période hivernale, on va dire, est-ce que c'est aussi parce que bon, voilà, tu nous l'as dit, hein, voilà, il y a pas un gros staff derrière toi. Est-ce que c'est aussi une période où t'as de l'administratif à gérer, tu regardes un petit peu ta saison, tu regardes les entrées, les sorties, et t'es aussi un petit peu plus là-dessus que sur le reste de l'année? Oui, forcément, on va avoir la fin des comptes qui va vite arriver. Après, comme je l'ai dit, on n'est pas salarié, on n'a pas de rentrée fixe. Donc, les seules rentrées qu'on a, c'est les prize money. Donc, ça dépend vraiment de ta performance. Et puis là, par exemple, sur les matchs par équipe, on est payé à la rencontre jouée. Donc, on a un petit fixe, entre guillemets, mais au max, c'est 5 rencontres pour jouer en France. On les fait en Allemagne aussi, en Italie aussi. Donc, hormis ces rentrées, on va dire, semi-fixes, on n'a pas trop de visibilité sur du long terme. Donc, le but, c'est dès qu'on a un peu de trésor, on est plutôt content, mais on n'est pas à l'abri d'une petite régule de l'URSSAF, des choses comme ça. Donc, et puis, vu qu'on n'est jamais, il y a des années, on va très, très bien jouer. Puis, il y a d'après un peu moins. Donc, du coup, à chaque fois, ça se régule et tout. Et on est un peu, des fois, surpris sur des l'URSSAF, des trucs comme ça. Donc j'ai de la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenu et qui m'aident encore beaucoup, et notamment ma mère sur tout ce qui est paperasse administrative. J'ai un comptable aussi, donc voilà, c'est tout envoyé dans les temps pour imprimer tous les billets d'avion, tous les billets de train, tous les reçus. Et donc ouais, c'est une période où on est un peu plus tranquille. Là, je vais passer un peu plus de temps chez moi, ce qui va me faire du bien aussi pour faire tout ça, parce que quand on est sans arrêt en train de voyager, c'est pas forcément tout le temps évident. Moi, ça me rappelle, alors dans un autre registre, ça me rappelle une interview de Steve Chenel, hein, quand il était encore coureur cycliste, et il quittait AG2R, et il savait qu'il serait pas renouvelé. Je crois que l'interview est encore sur YouTube, et il expliquait que les contrats qu'on lui proposait l'année suivante, en gros, s'il les acceptait, il allait courir pendant un an quasiment juste pour payer ses impôts, quoi. Donc en fait, il était pas donc voilà, je comprends puis toi encore plus, voilà, t'es payé, t'es rémunéré uniquement sur les prize money. Alors on parle beaucoup tennis, raquette, évidemment, Corentin, mais Thibaut, tu sais combien il a parcouru de kilomètres en 2025 hein, Thibaut, tu sais ou pas? Non, énormément, mais parce qu'il a enchaîné l'école. Et puis il a un passeport qui est blindé. Exactement. T'as fait combien de kilomètres cette année, Corentin? Cette année, pas beaucoup, parce que j'ai beaucoup joué. Donc, c'est plutôt un bon signe. Si on va sur ton Instagram, on te voit quand même passer tous les plus grands cols du Tour de France. Et voilà, cet été, il s'est trouvé que j'ai eu une petite blessure au poignet, et que quand je fais une semaine off, c'est jamais vraiment très off, et c'est souvent beaucoup de vélo, parce que ça me fait du bien. Et du coup, en fait, j'ai des potes qui, tous les ans, se font une semaine soit dans les Alpes, soit dans les Pyrénées, juste pour faire des cols, voilà, juste pour faire des petits défis et tout. Et du coup, je les ai rejoints. On a fait 5 jours à Saint-Jean-de-Maurienne et 2 jours à Annecy. Donc voilà, sur une semaine, on a fait la montée de la Toussuire, la Madeleine, l'Alpe, le Galibier par télégraphe, le lendemain le Semnoz. Et puis voilà, c'était pas trop mal. Je crois que ça faisait 350 km sur la semaine avec quasiment 9000 de D+. Donc, une bonne petite semaine. Ça fait plaisir. Mais alors, est-ce que c'est quelque chose que, on va dire, tu fais pour le plaisir parce que tu es amoureux de la montagne, ou quand même avec ton entraîneur, c'est aussi quelque chose que tu incorpores dans la préparation? Les deux. Voilà, donc, du coup, ça me permettait aussi de revenir dans ma région. J'adore les montagnes, donc j'étais toujours
toujours fasciné par quand j'étais petit par l'école. Voilà, mes grands-parents ils avaient un appart aux Deux Alpes, donc on passait tout le temps au pied de l'Alpe d'Huez et toujours le Galibier qui était pas très loin et voilà. Et pour la petite histoire, pourquoi aussi je suis fan de vélo, c'est que mon père et mon grand-père étaient cyclistes amateurs. Ils ont fait plein de cyclos. Ce que à un moment donné j'ai vécu avec mes parents, ma mère elle l'a vécu avec son mari et son père, à aller faire partir en week-end pour faire la Marmotte, la Luzon-Bobel, la Jacques-Anquetil, enfin voilà, toute cette vie-là. Et donc voilà, ça explique aussi mon attache avec le vélo. Et du coup, voilà, en prépa physique, le vélo pour moi c'est top parce que déjà il n'y a pas d'impact, contrairement à la course à pied par exemple. C'est un sport assez souple. Voilà, cet après-midi, en intérieur, on a ce qu'on appelle des watt bikes. J'ai fait une séance j'ai fait 2 heures, voilà, de vélo. Et mon prépa physique, il sait à chaque fois qu'il veut me faire une bonne petite séance. J'ai ma petite séance de vélo qui m'attend et puis tout le monde est content. Bon. Mais Corentin, il y a toujours une histoire quand on est quand on est petit. Il y a toujours le jour où, voilà. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'un jour, voilà, tu aurais pu aller dans le vélo vu que tu viens d'une famille de cyclistes. Quel a été le déclic? Quel a été ce jour où tu as choisi d'aller taper dans la balle et d'aller sur les cours de tennis? Alors, bizarrement, j'ai jamais dit à mes parents que je voulais faire du vélo ou quoi que ce soit. Et en fait, à 2 ans et demi, je leur ai dit quand je serai grand, je ferai du foot et du tennis. J'ai commencé le tennis à 5 ans parce qu'on avait reçu une pub à l'école. Et puis c'est parti comme ça. L'entraîneur tout de suite il a vu que je me débrouillais pas mal. Et puis j'ai toujours continué le tennis sans commencer le foot. Mais en parallèle tous les étés on allait faire une semaine aux Deux Alpes. Et à chaque fois c'était la priorité, c'était de mettre le TT dans la voiture. Mon père il allait faire l'Alpe d'Huez, la Croix de Fer, le Galibier. Et puis moi je montais dans la station. Et puis je me prenais les petites pistes de descente pour revenir. Donc voilà, c'était toujours quand même les vacances orientées avec le vélo dans la voiture. Ça t'amène quoi la préparation on va dire enchaîner les kilomètres comme ça en vélo, renfort musculaire, mental. Qu'est-ce que aussi peut-être avoir une caisse foncière pour pouvoir peut-être encaisser une saison entière? Ouais, exactement. Ça va être ce que t'as dit, musculairement parlant, on sort quand même, perso, la sensation quand je finis, c'est que je me sens fort sur les jambes et sur le terrain, c'est hyper important d'être solide sur les appuis, d'être stable à la frappe et de pouvoir transférer. Et le tennis, c'est un sport de répétition d'efforts assez intenses, assez courts. Et tout ça sur une durée qui peut varier entre 1h30 et 3 heures, voire même plus en cas extraordinaire, et répéter sur une semaine. Si on gagne un tournoi, c'est 5 matchs dans la semaine, donc voilà, faut être prêt. Donc ça permet d'avoir une grosse caisse, d'être fort musculairement, et aussi mentalement. À un moment donné, t'es tout seul avec ta machine, t'appuies sur les pédales, et entre guillemets, j'aime bien me dire, on peut poser le cerveau et envoyer. Et voilà, moi ça m'a toujours fait du bien sur ces 3 domaines-là, et j'ai toujours eu cette sensation de me sentir fort sur le terrain après avoir enchaîné des kilomètres. Donc pour beaucoup c'est ingrat, pour beaucoup de joueurs de tennis c'est ingrat d'être sur un vélo, ça fait mal aux fesses, il y a parce qu'ils n'ont pas eu cette habitude-là depuis tout petit. Et alors que moi au contraire c'est l'inverse, on me propose une séance cardio sur vélo, je suis le plus heureux du monde. On sait que le cyclisme, ça joue beaucoup sur la récupération. Toi, est-ce que des fois tu réfléchis un petit peu comme un cycliste, peut-être qu'une réflexion que certains tennisman n'ont peut-être pas autant, à savoir que tu te dis peut-être que sur la répétition des matchs, je vais peut-être aussi essayer d'aller gratter sur la récup pour justement pouvoir mieux terminer que mes adversaires, parce que qui est clairement la réflexion au niveau du cyclisme. Ouais, bien sûr. Après, perso, je trouve pas que l'enchaînement des matchs et la gestion de l'effort soit un frein pour la performance. Le vélo, c'est quasiment que ça, l'effort physique. Sur le tennis, il y a quand même la partie tactique, la partie technique.
Si un joueur a une faiblesse, quand on va faire le briefing d'avant-match, on va orienter. Donc voilà, c'est une petite partie d'échec. Alors que le vélo, c'est vraiment sur l'enchaînement de l'effort. Par contre, c'est plus des fois à l'instant T sur le match qui peut devenir physique parce que on est avec un adversaire qui pareil, on va faire des longs échanges, on va les répéter, etc. Mais d'avoir en tête ces séances un peu ingrates de vélo, de passer 1h30, 2 heures à haute intensité où c'est pas très drôle, etc. Mais après sur le terrain, c'est ce qu'on va retrouver et qui dit moi je sais que j'ai fait cet effort-là et que je peux tenir encore peut-être 2 heures à une très haute intensité et que on se connaît plus ou moins tous les joueurs de tennis, on sait quel joueur est fort physiquement ou pas et à un moment donné de savoir qu'on peut gagner aussi un match physiquement et de se sentir fort physiquement, ça permet aussi, je trouve, de se sentir fort mentalement. T'allais dire un truc, Thibaut? Du tout. D'accord. Ok. Tu parlais de stratégie à l'instant, donc voilà, avoir une grosse caisse physique, donc voilà, c'est une arme de plus au niveau de la stratégie. Donc je le dis pour vous tous qui nous écoutez, si vous êtes intéressés, si vous avez envie d'écouter un beau podcast sur tout ce qui est stratégie en tennis, je vous conseille Extraterrien. Tu as dû l'écouter, le Extraterrien avec Fabrice Santoro. Ouais, j'avais un peu écouté. Ouais. Incroyable. Non mais c'est le mec avait une tactique pour chaque joueur. C'était c'était. Ouais, c'est pour il y a beaucoup de joueurs qui ont un carnet qui notent tout. Et puis avant chaque match, en fonction de tel joueur, ils ouvrent le carnet et puis ils disent tiens, je vais faire ça. Puis le lendemain, peut-être que c'est complètement l'opposé. Ouais. Donc c'est ça qui est assez intéressant avec le tennis, c'est d'avoir ces styles différents qui s'opposent et qui amènent des matchs complètement différents à chaque fois. Il y a combien de personnes? T'as un entraîneur, c'est ça? Donc ton équipe. Moi j'avais lu, j'étais assez effaré en lisant Un an dans ma roue d'Arnaud Desmar, à quel point les coureurs cyclistes pouvaient être seuls malgré le fait qu'ils soient souvent dans des grosses structures. Donc toi, c'est un entraîneur, un agent, non? J'ai eu un agent quand j'étais en junior parce que j'étais plutôt bien classé et que forcément tout de suite on m'attire un petit peu des marques, donc des contrats, donc un petit peu d'argent. Après ça s'est vite calmé. Là j'ai l'avantage d'avoir un pote qui m'aide aussi dans tout ce qui est communication avec des marques, avec des potentiels contrat. Ouais. Donc Kélian, je lui fais un petit coucou. J'ai mon entraîneur tennis, mon entraîneur physique que j'ai via le club. Il y a une structure un peu haut niveau dans mon club. Et puis après j'ai un staff médical. J'ai une kiné qui me suit toute l'année. Dès que j'ai besoin, quand je suis en tournoi, d'anticiper des rendez-vous médicaux parce que je sais que je vais avoir un petit pet à droite à gauche et que j'ai besoin de passer une écho, une IRM, etc. C'est elle qui s'occupe de moi, qui gère un peu les rendez-vous. Donc c'est aussi pour ça la période qui arrive là, c'est aussi cool de pouvoir passer du temps avec mon entraîneur et mon prépa physique ensemble, de passer des heures sur le terrain et dans la salle avec eux parce que si je m'entraîne aussi avec eux, c'est parce que je leur fais confiance, ils me connaissent bien, ça fait un petit moment que je m'entraîne avec eux. Et surtout quand toute l'année on est plus ou moins tout seul, de pouvoir passer du temps avec quelqu'un à l'entraînement, c'est quand même bénéfique. Est-ce que, donc on rappelle, là tu termines là, c'est 378e, là tu es classé à l'ATP, là c'est ça? Est-ce que quand on est à ce niveau-là, est-ce qu'on a quand même une communication avec la Fédération française de tennis? Moi, ce qui m'avait marqué aussi, j'avais lu il y a très longtemps le livre de Nathalie Tosia, donc qui avait fait finale à Wimbledon en 1998. Elle expliquait qu'il y avait une sorte un peu de carré vip, je sais plus si c'était pour les 16 premiers mondiaux ou les 32 premiers mondiaux, mais en gros qui avait le droit à des conditions qui n'avaient, tu chutais d'une place, t'étais derrière, t'étais plus du tout dans les mêmes vestiaires, dans les mêmes conditions, dans les mêmes toi, est-ce que quand on est dans tes classements, est-ce qu'il y a un contact avec la Fédération française de tennis, ne serait-ce que des prises d'informations, des retours, ou est-ce qu'on est complètement, est-ce qu'on n'existe pas? Alors oui et non, ça change un petit peu, mais c'est vrai que moi du coup j'ai fait 4 ans là-bas, donc avec un entraîneur de la fédération, j'étais même interne au centre, j'ai
passé vraiment beaucoup de temps, pareil, entraîneur physique, tout le staff, etc. Et il y a une année, je me suis fait virer et du coup, voilà, les cours, sur le papier, j'avais le droit de les utiliser encore, de pouvoir réserver des cours au Centre national d'entraînement, mais il y avait des priorités. Il y a des listes avec un beau petit tableau. Priorité 1, tous les joueurs dans le top 100 ou joueurs Coupe Davis ou joueurs qui s'entraînent encore à la Fédé. Après, priorité 2, priorité 3, priorité 4. Et c'était vraiment avec ton classement, à un moment donné, tu perds 10 places, ils te disent non, t'es plus dans la liste, tu peux plus venir t'entraîner, alors que dans le fond, on est tous joueurs pareil, entre, je sais pas, si t'es 350 ou 400, c'est pareil. Avec ces barèmes-là, il y avait des fois, on n'avait pas le droit de pouvoir réserver un cours. Et puis, quand on savait qu'au final, il y avait personne qui jouait, des fois, on disait, mais en fait, ils veulent pas juste aider. Enfin, c'est la Fédé française de tennis a beaucoup d'argent avec Roland Garros, ça génère énormément de revenus. Et sur les joueurs, il y a pas beaucoup de répartition et on a un centre à Porte d'Auteuil qui est tout neuf, qui est top, avec du beau matos, etc. Mais c'est assez compliqué. Depuis 2 ans, ils ont un peu rouvert aux joueurs à l'extérieur. C'est un peu plus simple d'aller s'entraîner. Pareil, le staff médical est aussi un peu plus laxiste, donc on peut y aller un peu plus facilement. Le médecin, si on a besoin d'une urgence, il s'occupe de nous. Mais c'est vrai que voilà, c'est toujours ce côté politique dans le sport qui un peu n'aide pas forcément les joueurs, et c'est dommage parce que au final on représente quand même la Fédé toute l'année, donc voilà, c'est pas forcément l'idéal. On va dire que ça s'améliore maintenant. Bon, est-ce qu'il n'y a pas, on va dire, alors là vraiment j'extrapole, mais quelques leçons qui ont été tirées du passé, parce que ce que tu décris un petit peu, c'est que véritablement pendant très longtemps, alors là ça bouge un petit peu, mais on se focalisait sur le résultat brut et uniquement sur le résultat brut. Et dans l'histoire du tennis français, il y a une histoire qui est très connue, et il y a eu un trouage intersidéral. C'est Marion Bartoli qui est passé complètement au travers des mailles de la fédération, parce que je crois que tout simplement à l'époque ils recrutaient uniquement sur le tournoi des As. En gros, t'étais bon au tournoi des As, on t'ouvrait toutes les portes, et elle s'était fait, je crois, taper sur un premier ou un deuxième tour, et ils n'ont pas analysé un petit peu ce qu'on peut voir aussi dans le foot, où on va pas regarder un petit peu le potentiel technique d'un joueur, mais on va plutôt regarder si le mec est grand, s'il a un bon jeu de tête, s'il marque des buts. Donc voilà, on regarde un petit peu souvent le résultat brut et pas ce qu'il y a derrière. Est-ce que tu as aussi un petit peu l'impression qu'il y a eu beaucoup ça un petit peu dans le tennis, et est-ce que, voilà, on va dire, passer peut-être 24-25 ans, ou ce qu'on voit aussi un peu dans le vélo, est-ce qu'on sort aussi un petit peu des radars de la Fédé? L'âge, c'est un des critères plus importants, je dirais. Maintenant, je sais qu'ils misent énormément sur les moins de 18 ans. Au-dessus de 18 ans, si tu veux rester t'entraîner à la Fédé, il faut que tu sois un crack et que la Fédé mise tout sur toi. Donc 18 ans, ça fait quand même assez tôt. Pour partir tout seul, voilà, surtout que quand tu commences assez bas sur les tournois où il n'y a pas beaucoup d'argent à la clé, etc. Donc c'est pas forcément, je dirais, l'idéal. Mais après, c'est vrai qu'à un moment donné, moi j'ai toujours ce souvenir. On fait une début de prépa foncière avec tous les joueurs qui étaient au centre, et on était avec des joueurs qui maintenant sont dans les 100 premiers mondiaux. Donc c'est quand même des joueurs qui ont un bon niveau. Et ce qui intéressait les entraîneurs et les responsables à la Fédé, c'était les temps de passage. À tel âge, tu dois être classé temps, à tel âge, temps, machin. Et ils nous avaient pris les meilleurs joueurs par catégorie d'âge. Et moi, par exemple, un mec comme Alexander Zverev, c'est mon âge. Je l'ai côtoyé en moins de 14, moins de 16, etc. Et donc forcément, quand on prend ces temps de passage à lui, donc on va le dire quand même, ouais. En jeune, t'as battu quand même quelques grosses pointures aujourd'hui du circuit. Taylor Fritz, tu l'as tapé, non? Ouais. Taylor Fritz, Casper Ruud, Hubert Urcax, Hugo Humbert en français. En junior, j'ai été 3e mondial, donc ça m'a permis de passer pas mal de joueurs qui après ont eu des belles carrières. Mais voilà. Et par exemple, Zverev, lui, il était déjà
trop fort. En moins de 16, il était déjà peut-être 400e mondial ou un truc comme ça. Donc c'était un profil, on va dire, hors norme. Et sur les temps de passage, on était tous en retard parce que ils avaient pris les meilleurs. Et à un moment donné, l'entraîneur, le responsable de la Fédé nous dit: ça vous inspire quoi ce tableau? Et il y avait un joueur qui a fini, Constant Lestienne, qui a fini dans les 100 premiers mondiaux et qui a dit: ça nous donne juste envie d'arrêter le tennis parce que vous nous donnez des chiffres, on est déjà en retard et pour vous, on n'est déjà pas assez bon. Donc pourquoi vous avez envie de nous entraîner, entre guillemets? Donc cette politique, c'est pas vraiment pas facile des fois quand on est joueur à comprendre, et on est vraiment sur le classement pur et c'est pas il y a plein de joueurs qui sont passés à travers les radars de la Fédé et qui ont eu des potentiels énormes. Hein. Là, je rebondis sur l'interview de Jean-Rodé Berdodo dans Cyclisme Actu, qui date d'il y a 24-48 heures, où il explique qu'il y a des coureurs parfois qui ont des doubles projets. Lui, il est en train d'expliquer que Jordan Jegat, à 25 ans, est en train d'exploser. Il fait 10e du Tour, alors qu'il y a encore 2 ans même, il était à Nantes. Jordan, qu'on retrouvera bientôt dans le coup tordu. J'ai envie de dire, sur ce que tu expliques, Corentin, un joueur de tennis qui a presque envie d'avoir un double projet et de mener des études, de mener des études et une carrière, une préparation joueur pro en même temps, clairement ça le plombe. Il y a quasiment pas de place pour arriver fort à 23, 24 ans, quoi. Non, parce qu'on va te dire qu'il faut que tu t'entraînes plus que les autres, donc passer beaucoup de temps sur le terrain, en salle de gym, pour être le plus fort possible, et au final ça va faire des journées à 6-8 heures de sport, et à côté de ça, avoir un double projet au niveau des études, c'est juste pas possible, quoi. Et c'est quoi l'accompagnement aussi financier derrière? Parce que quand t'es jeune, au-delà de ce double cursus qui te prend du temps, ça reste aussi le tennis, beaucoup de déplacements, beaucoup d'argent. Comment vous êtes aidé de ce côté-là? Si on est jeune, on a des bourses, que ce soit de la Fédé ou des ligues ou des comités, ou ça peut être du mécénat aussi pour certains. Après, c'est vrai que si les parents et la famille n'est pas très investis derrière et qui ont les ressources, ça peut être un très gros frein, pardon. D'accord. Ouais, donc ça se résume quand même à un sport sans être péjoratif ou dans la caricature. Oui, bien sûr. Pour accéder au haut niveau, oui, clairement, parce que à un moment donné, t'es obligé de voyager. Et puis l'avion, l'hôtel, etc. C'est ce qui coûte le plus cher, donc c'est assez compliqué. Alors, donc ça peut desservir des hauts potentiels quand même. On va dire des hauts potentiels qui sont pas aidés financièrement. Voilà, si t'es vraiment fort à un certain âge, etc., la Fédé va t'aider quoi qu'il arrive, même si tu veux pas t'entraîner avec eux, ils voudront pas te laisser passer. Mais on va dire un profil intermédiaire qui n'est pas dans les top joueurs de sa catégorie d'âge, qui joue pas si mal et qui à un moment donné, ses parents ne peuvent pas l'aider, etc., ça peut vite devenir un frein et des joueurs qui peuvent arrêter complètement. Ouais, donc en fait, en parallèle avec le vélo où on a des joueurs à maturité tardive, on peut aussi avoir des joueurs à maturité tardive, on va dire en tennis, tennistiquement, donc techniquement, qui sont pas aidés, quoi. Alors que en fait, leur temps de passage sont en retard, alors qu'ils ont une marge de progression qui est énorme. Exactement. C'est vrai que là, on a 2-3 joueurs qui sont arrivés assez tôt, comme Caraz ou même Sinner, qui ont, on va dire, repris des temps de passage à la Nadal, etc. Mais à un moment donné, on s'est retrouvé à avoir beaucoup de joueurs qui arrivaient dans les 100 ou même dans le top 10 assez tardivement, parce que une maturité physique, la prépa physique a changé, le matériel a changé, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Et maintenant, les joueurs, ils peuvent jouer jusqu'à 38 ans sans trop de soucis, alors qu'avant, une carrière était assez courte et à 16 ans, on était déjà dans les top joueurs mondiaux. Et c'est vrai que c'est assez compliqué parce que ça dépend vraiment du profil. Et encore,
je me considère assez chanceux d'être français, d'avoir une fédé française qui, même si elle répartit pas du mieux qu'elle pourrait, je pense, on est une fédé riche. On va, je sais pas, en Slovaquie, en Roumanie, ils n'ont pas tous nos moyens, quoi. Et ça fait aussi la différence, mais non. Alors Corentin, on va parler un petit peu du buzz tennistique de cette fin d'année, hein, les deux cousins qui se sont retrouvés en finale. Est-ce que t'as déjà joué Rinderknecht et l'autre c'est Vachereau. Tu les as déjà joués? Ouais, ma dernière année à la Fédé, je me suis entraîné avec Arthur, on était dans le même groupe. Donc lui, il a un cursus universitaire américain. Donc il est arrivé, sa première année post-université, c'était s'entraîner avec nous. Et puis son cousin, je le connais bien parce qu'il a un an de moins que moi. Et puis il est monégasque, il représente Monaco, mais il est aussi français, donc il a fait les championnats de France jeune. Et c'est un très bon pote. On est, pour la petite histoire, depuis le Tour de France avec des potes qui, d'ailleurs, m'ont fait découvrir le podcast, et Valentin, etc. On avait un petit jeu sur le Tour de France. Et sur le Tour de France et sur la Vuelta, c'est Valentin qui a gagné. D'accord. Donc, d'accord. Et qui, lui, qui est sur Monaco, et qui, pour info, partage le même kiné à Monaco que Poggi. D'accord, voilà. Ok. En fait, c'est lui qu'il faut surnommer Poggi. Voilà. Voilà, exactement. Non, mais l'autre jour, quand Valentin il est rentré de Shanghai, donc le tournoi qu'il a gagné, il est allé voir le fameux kiné, et il nous a envoyé des photos sur le groupe WhatsApp qu'on a avec tous les mecs de notre petit jeu, avec les maillots dédicacés de Poggi, du Giro, du Tour de France, du Championnat du Monde, etc. Donc il y a toujours un petit lien avec le vélo. Mais alors, qu'est-ce qui fait que Arthur Rinderknecht, qu'est-ce qui fait que il n'était pas aux antipodes il était pas aux antipodes de tes classements. Vous êtes à peu près vous êtes de la même génération. Qu'est-ce qui fait que à un moment donné, ça se débloque, j'ai envie de dire un peu à la Marc Padoun. Alors je lui souhaite pas que ça s'arrête de la même manière, bien évidemment. Mais parce que l'histoire, elle est, je pense, unique dans l'histoire du tennis. Un premier joueur issu des qualifications à aller gagner un Master 1000. Ton analyse, le pourquoi du comment, c'est quoi? Il y a plusieurs choses. Par exemple, pour Valentin, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que il a fait le tournoi en étant 204e mondial, mais l'année d'avant, il était déjà 100e mondial. Donc et à ce niveau-là, il y a un petit écart de classement, et être proche des 100, c'est quelque chose qui est déjà une belle performance, et il a été blessé. Donc on va dire qu'il était peut-être pas forcément à sa place. De là à gagner un Masters 1000, c'est quand même autre chose. Et puis pour Arthur, c'est aussi une belle histoire, parce qu'à un moment donné, dans l'été, il est au fond du trou. Il n'arrive plus à jouer. Il a eu son mariage, qui lui a fait du bien. Donc voilà, le tennis est beaucoup sur l'aspect mental. Donc le petit déclic qui va arriver ça peut être complètement autre chose que le tennis. Voilà, Arthur, il s'est marié, je sais que ça lui a fait du bien. Valentin, son corps l'a laissé tranquille, il a pu enchaîner des matchs. Puis après, on est sur un tournoi où en fin de saison, les joueurs peuvent un peu se blesser, être un peu fatigués de la saison. Un petit tableau qui s'ouvre, au lieu de jouer la tête de série, tu te retrouves à jouer un autre qualifié, Alcaraz qui perd, qui au final n'est pas là, Sinner qui détruit tout le monde, qui là c'est le seul tournoi où il a des crampes au 3e tour. Et au final, les planètes s'alignent, et ça rend un tournoi assez incroyable. Voilà. Nous tous, sur le papier, on n'aurait jamais dit que les deux ils allaient se retrouver en finale, quoi. Alors, je suis désolé Corentin, mais je voulais que tu arrêtes cette anecdote très vite, parce que là tu vas nous lancer Vincent. Il a son bonus naissance, maintenant il va avoir son bonus mariage. Ah bah oui. Se marie bientôt. Non mais c'est vrai. Non mais je parle souvent de l'aspect mental. On essaye d'analyser un petit peu les cyclistes, mais évidemment, j'invente rien. Évidemment qu'un mec qui est bien dans sa tête, même s'il est pas au top de sa préparation, il va forcément être mieux qu'un mec, on va dire, qui est taquet, qui a mis tous les curseurs, mais qui a des emmerdes dans sa vie perso. Complètement. J'ai une connerie, il s'est fait larguer par sa copine. Psychologiquement, il va pas passer une très bonne nuit.
Et puis il va arriver sur le terrain, il va peut-être avoir d'autres pensées, même si sur le fond il va être là, il va être prêt à jouer. Il sera peut-être pas aussi performant mentalement que ce qu'il devrait, mais ça c'est des paramètres extérieurs qui malheureusement c'est des choses qu'on peut pas tout le temps contrôler et qui amènent des performances surprenantes dans les deux sens. Alors, Et puis qui peuvent te tuer des carrières. Hein. Peter Sagan, à partir du moment où il a divorcé, c'était finito. bah oui. Complètement. Ah oui, non mais je suis désolé hein, de Galopin. Pour moi, c'est l'exemple. Pour moi, c'est voilà, on n'est pas là pour faire du closer ou du voici, mais enfin, son histoire, elle est terrible parce que en plus, ça, enfin voilà, je veux dire, tout le monde le sait. Voilà, il se fait taper sa meuf par Alaphilippe, et en plus, ce qui est horrible pour lui, c'est que l'histoire, elle est clairement sur la place publique. Donc voilà, mais moi, Tony Galopin, voilà, j'aimerais bien l'avoir dans le coup tordu, pas pour aller là-dessus, parce que voilà, ça le regarde évidemment, puis c'est reconstruit, voilà, ça a l'air d'aller et tout. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, comme directeur sportif, quand il se retrouve face à un coureur qui peut être dans le mal, qui peut être dans une difficulté, on va dire de type privé, je pense qu'aujourd'hui il a les axes et justement pour avoir vécu ça, je crois qu'à un moment donné même, enfin, il était tombé dans l'alcool, enfin ça il l'a dit en interview, c'était assez terrible. Donc, on le vit tous d'une manière plus ou moins distante ou plus ou moins avec notre sensibilité des événements de la vie qui sont parfois compliqué. Il y en a qui le digèrent très bien, comme il y en a qui le digèrent très mal. Ah ben, quand tout est exposé sur la place publique, c'est terrible. Sans nous citer de nom, Corentin, toi, je suis sûr que tu as des exemples en tête de mecs qui ont fait des performances, on va dire, catastrophiques, alors que personne ne s'y attendait. Et vous, dans le petit milieu du tennis, vous savez précisément ce qui s'est passé et le grand public ne l'a pas forcément su. Oui, bien Sans sûr. citer de nom, évidemment. Oui, non, bien sûr, mais ça rejoint un peu des fois un peu le sujet qu'on pourra avoir un peu plus tard, mais c'est aussi pour ça qu'on n'a pas le droit de parier sur le tennis, parce qu'on peut avoir des insides où on sait que lui c'est tout con, hein. Il peut juste être blessé, mais il va quand même jouer. Avec son coach, ils viennent de s'engueuler. Enfin voilà, c'est plein de choses comme ça. On le sait hein, quand on est sur le circuit. C'est un petit monde, donc au final, on a les infos, on les aura tôt ou tard. Donc voilà, c'est forcément quelque chose qui influe sur la performance, mais pas que sur le tennis, pas que sur le vélo. Je dirais tous les sports de haut niveau, on a besoin d'être au top psychologiquement, et c'est pour ça aussi que les meilleurs s'encadrent et qui restent dans leur bulle le plus possible pour pas avoir tous ces petits parasites externes, quoi. Alors c'est intéressant ce que tu nous dis, parce que vas-y Thibaut. Non mais ça me fait rebondir, au-delà d'avoir un coach physique, tu as aussi un coach mental de ton côté? J'ai eu actuellement non, mais petit j'ai fait beaucoup de préparation mentale, de sophrologie, pour la concentration, pour la gestion du stress. Quand j'étais petit, que je jouais avec du public, j'avais un petit peu de mal. Donc voilà, j'ai géré ça. C'est plus un frein, je le ressens plus comme un frein à ma performance. Donc j'ai pas ça. Après, je sais qu'à un moment donné, quand j'étais à la Fédé, je voyais aussi le psychologue du sport, qui m'a aussi aidé. Et puis voilà, pour avoir des petites routines, quand ça va pas, tiens, je fais juste ça et ça, et hop, tout de suite, ça peut m'aider à aller un peu mieux, quoi. Donc, pas à l'heure actuelle, mais plus jeune, j'ai eu des préparateurs mentaux. Ouais. Jouer contre un public casse-couille avec un joueur qui joue à domicile, c'est vraiment chiant. Ça peut être chiant parce que sur de la... Il y a plusieurs joueurs qui... on va être un peu différents sur ça, mais il y a des joueurs qui sont assez sanguins, donc le moindre fait extérieur, le moindre geste, le moindre bruit au moment de servir ou dans l'échange, ça peut le faire dégoupiller. Après, il faut essayer de se détacher de ça et de le prendre un peu plus à la rigolade, même si des fois on peut se faire insulter, et là ça dépasse un peu les bornes, mais c'est au fond, dans le jeu, c'est franchement, il y a quand même pas beaucoup de situations où ça devient trop hostile. Ça a plus être, on va dire,
quand il y a des parieurs qui vont être dans le coin et qui peuvent un peu foutre le bordel. D'ailleurs, vas-y, Thibaut. non, mais cet aspect public, je sais que dans le tennis, on demande quand même une certaine tenue dans les stades et souvent les arbitres réprimandent. Et on voit quelques joueurs qui se plaignent de certains publics. Le public français, c'est le plus difficile en termes de gestion pour l'adversaire, ou tu as vraiment d'autres publics sur d'autres continents, toi qu'on a coaché tellement? Le public sud-américain, il va être assez chaud. Hein. Tu vas en Argentine, tu joues en Argentin, les bon courage. Argentins. Quand on voit comment ils sont dans les stades de foot, on imagine ça dans une petite arène de tennis. Franchement, bon courage. Le public français, je dirais pas qu'il est vraiment dur. C'est surtout les tournois en France, c'est vite parti un peu post-Covid, où les gens avaient envie de se lâcher, de faire un peu la fête, etc. Et par le sport, on a retrouvé un peu des ultras qui n'étaient pas vraiment dans le tennis avant. Et c'est une minorité, franchement. Après, on va parler de Roland Garros ou de Bercy à l'époque. Et dans le reste des tournois en France, ça se passe quand même plutôt bien. Et il y a quand même des belles ambiances de manière générale. J'ai la chance de pouvoir accéder de temps en temps à des matchs à Roland. Franchement, il y a des fois, je kiffe être dans les tribunes parce qu'il y a vraiment des ambiances de dingue, quoi. Ouais, il y a des mecs qui te mettent des ultras, mais des ultras pour certains joueurs. D'ailleurs, j'ai essayé d'en avoir un qui est sur les réseaux. Tu dois sans doute connaître la bande Benjol, DRX et Antoine. Ouais. J'avais proposé à Antoine de venir, mais malheureusement, il est dans l'avion pour les Philippines. Mais sinon, ça aurait été avec plaisir qu'il aurait été avec nous. Ok. Ouais, voilà, eux, c'est des... Par exemple, il y a ce qui s'est monté il y a, je pense, 2-3 ans, ils ont appelé la Tribune Bleue. Donc, ils essayent d'être sur tous les tournois, même des fois un peu à l'étranger, dès qu'il y a un Français, de supporter. Voilà. Ils étaient partis en Australie. Ouais, voilà. Et ça, je trouve ça top, parce que du coup, il y a des affinités qui se créent aussi, du coup, entre ces fans-là, qui eux sont bienveillants. Ils sont pas là pour foutre le bordel, pour être irrespectueux ou quoi que ce soit. Et leur initiative, elle est top, et ça se passe hyper bien à chaque fois avec eux. Donc c'est des choses comme ça, et je sais que ça grandit un petit peu. Ils essaient de faire de plus en plus de tournois, et pour nous, c'est top d'avoir ce soutien qui, même des fois à l'étranger, n'est pas prévu, et au final, c'est top, quoi. Alors... là, je sais qu'ils vont nous écouter, ils vont écouter les replays. C'est bon, tu les as chauffés pour des années. Ils vont être là à tous les tournois en mode ultra. J'attends que ça. Hein. Ils vont écouter Thibaut, ils vont écouter le replay. Tout le monde écoute le replay, Thibaut. Hein. C'est un podcast, on n'est pas en direct. Oui, mais voilà, on les embrasse. Je rigole, je chambre mon Thibaut. Non, mais c'est dommage qu'il y en ait pas un qui ait été dispo, parce que honnêtement, ils auraient voulu, mais malheureusement non. Mais ça aurait été aussi intéressant, parce que en termes tennistiques, honnêtement, je vais me résumer au niveau d'une bite, mais ça aurait été aussi intéressant d'avoir des éléments ou de vision que eux ont sur ce sport, que moi forcément et toi Vincent on va pas avoir. Il y a des axes, je pense, à développer qu'ils auraient pu avoir. Bah écoute, ça sera pour un deuxième épisode avec Corentin. Et ce premier épisode très 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 loin d'être terminé, Corentin, parce que t'as parlé des mecs bienveillants, tu l'as évoqué, il y a quelques minutes. On va aller bien évidemment dans les sujets qui fâchent, dans ces gens malveillants. Alors tiens, t'as vu, je sais pas si vous l'avez vu, hein, David Lapartien qui a fait une sortie sur les paris sportifs. T'as vu ça, Corentin ? Non, j'ai pas vu. T'as dû voir ça, Thibaut ? Pas du tout. Du coup, tu vas me l'apprendre. J'arrive avec mon info. Non, David Lapartien a fait une info, fait une sortie hier, petite sortie médiatique, où il explique que ils vont faire un petit peu de prévention au niveau des paris sportifs, au niveau des cyclistes, parce qu'il a pas envie que un scandale éclate dans le vélo, comme on a pu voir dans d'autres sports. Là, je crois qu'il y a un gros truc qui est sorti en Turquie ces dernières heures.
En foot, oui, il y a pas mal de joueurs, d'arbitres, plus de 146 arbitres, je crois, qui ont été pris la main dans le sac. On a eu récemment le FBI qui a pris la main dans le sac de la NBA. Tous les sports sont gangrénés par ça, que ce soit du côté des joueurs, des instances, de l'arbitrage, comme malheureusement du côté des parieurs eux-mêmes qui deviennent, et surtout en tennis, on le voit, une gangrène sur les réseaux sociaux. Totalement. Alors juste pour terminer sur la partie 1, soit il a des infos sur ce qui se passe dans le vélo, et dans ces cas-là, ça sortit un petit peu légitime en mode avertissement. Soit il n'y a rien, il est encore là un petit peu pour brasser du vent, il nous fait de la politique et on parle de ça et on parle pas d'autre chose. Mais on va le dire de manière... Alors, quand on a des cyclistes dans le coup tordu, c'est pas un sujet. Il n'y a pas vraiment de haters, on va dire. Ils sont pas véritablement confrontés à ça. En tout cas, on n'a jamais vraiment eu de remontée. Mais alors, Corentin, dans le tennis, clairement, c'est de l'abattage industriel presque, j'ai envie de dire. C'est quotidien, et puis même ce qui est, on va dire, encore plus dérangeant, c'est que même si on gagne, on peut quand même se faire insulter. Ah ouais? Et oui, par exemple, un match où je suis favori et je dois gagner le match sans me faire breaker, je perds un jeu en me faisant breaker, je vais me faire insulter parce que je me suis fait breaker. Alors que, des fois, je reçois des messages, j'ai gagné le match et je me fais insulter. Alors forcément, quand on perd un match qu'on était proche de gagner, alors là, c'est l'apothéose. On les a tous, les faux comptes qui arrivent. Et perso, ça me touche pas personnellement, parce que c'est jamais aller plus loin que derrière un écran. Que les mots employés ne sont pas forcément pour moi blessants, mais je me mets à la place d'une fille où on lui dit toi je vais te retrouver dans la rue, je vais te violer et puis je vais te tuer. C'est pas forcément très très facile à gérer quand tu peux recevoir ça tous les jours, quoi. Il y a eu des histoires vraiment de joueurs ou de joueuses qui ont été confrontés à un parieur fou. Alors, j'ai eu des potes qui ont eu des messages où il y a un mec qui lui avait envoyé son adresse quand même. Donc là, c'est quand même quelque chose où, si le mec a l'adresse du joueur, c'est que s'il a envie de venir, il peut venir. Après, ça va plus être les parieurs qui sont sur site et qui ont envoyé un ticket et qui à la fin du match peuvent te choper. En Italie, ça se fait beaucoup. Il y a, sur les challengers, mais tout le monde parie. Les supporters, c'est pas des supporters, c'est des parieurs. On le sait tous, mais ils sont dans les tribunes et c'est des tournois qui sont pas aussi stricts sur la sécurité que Roland Garros, par exemple. Et c'est des personnes qu'on peut côtoyer dans la rue à la sortie du club. Donc, pour l'instant, il n'y a jamais eu vraiment d'incident. En tout cas, pas à ma connaissance. Et j'espère que ça va rester comme ça, mais malheureusement, vu le monde un peu fou dans lequel on vit, j'ai un peu peur. Ouais. J'ai déjà vu, moi, dans mon métier, à la radio, moi, ça m'est pas arrivé à moi, mais je connais une histoire d'un animateur radio qui s'était fait agresser pour des jeux sur des places de ciné, quoi. Donc, c'est complètement dingue. Mais alors, toi, Corentin, donc, on en parlait en début de podcast, être présent sur les réseaux sociaux, ça fait partie de ton métier, ça fait partie aujourd'hui du métier de n'importe quel, on va dire, sportif professionnel qui se respecte, les sponsors le réclament, les marques le réclament, donc ceux qui se disent vous avez qu'à pas être sur les réseaux sociaux, oui mais non, parce que ça fait partie du métier. Toi, comment des fois tu réponds, tu essayes de raisonner les mecs, tu bloques direct, comment tu gères ça? Ça dépend le mood dans lequel je suis après le match. Déjà, si j'ai perdu, ça peut être assez dur. La majorité, je supprime et je bloque. De temps en temps, je réponds parce qu'il y a des mecs, ils font rire. Je sais pas, par exemple, une fois, il y a un mec j'ai perdu un match où j'étais à 2 points de gagner. Donc forcément, là, il m'a envoyé un florilège d'insultes assez important. Et il m'envoie son ticket, il me met, il avait parié 30 €, il pouvait gagner 700 €. Et c'était sur un ticket combiné. Et il m'envoie le message, il me fait tu m'as fait perdre 700 €. Alors je lui dis non, si tu veux, je t'ai fait perdre 30 €.
mais je ne t'ai pas fait gagner 700 euros. Mais là, à l'heure actuelle, ton ticket, je suis le 3e match, t'as mis 7 matchs. Bah oui. Donc, m'insulte pas, il y a encore d'autres matchs qui vont se passer déjà de une. Et je lui dis, à chaque fois, souvent ce que je leur dis, je dis, si ta vie, ça se résume à parier sur des matchs de second niveau, parce qu'autant, je sais pas, parier au foot, sur la Ligue des Champions, sur le vélo, sur le Tour de France, les grosses classiques, tennis, les Masters 1000, les Grands Chelems, etc. Je comprends, mais là, c'est sur des tournois, ça fait des petits tournois, entre guillemets. Et le problème du tennis, c'est qu'il y a des matchs toute l'année. Donc les mecs, même quand il n'y a plus rien à parier, il y a toujours du tennis à parier. Et le tennis, on peut parier sur le set, sur le jeu, sur le break, sur le point. Donc forcément, les mecs, quoi qu'il arrive, ils ont quelque chose à parier contre toi. Donc c'est là que ça devient problématique. Et où ça devient un peu plus problématique, c'est que les instances, du coup, revendent les datas au site de Paris avec le scoring. Et que nous, à côté de ça, ils s'en foutent de nous, quoi. Dès que tu te plains, ah oui, signale-le. Oui, mais ça va pas faire avancer les choses, quoi. Tu penses que c'est trop au niveau des possibilités de paris dans le tennis? Là, tu parlais d'un jeu, est-ce qu'on pourrait simplement, je sais pas, peut-être se contenter des résultats, du résultat brut du match et éventuellement le nombre de sets. Enfin, vraiment, on va dire limiter un petit peu tous ces paris qui sont finalement du hasard. C'est Gumball, en fait. On peut pas avoir une analyse là-dessus, quoi. Déjà, par exemple, tout ce qui est Argel, il n'y a pas tout ce qui est points, tout ce qui est... ça va se limiter, je crois, au jeu. Si, quand même. Et par exemple, je sais... Oui, il y a du point. Hein. Maintenant, il y a de tout. Hein. Tu peux parier sur... oui, et puis même, je sais que tu peux parier sur le nombre d'aces, sur plein de choses. Oui. Mais ça va être le nombre de points, mais ça va être que sur les gros tournois. Les tournois qui sont sur le circuit principal. Les tournois de deuxième et troisième catégorie. Ouais, les challengers, il n'y a pas. Enfin. Voilà, les challengers, les futurs, il n'y a pas. Ça va être que sur des sites de pays de l'Est, des trucs comme ça, mais bon, un petit VPN et puis c'est facile. Hein. Oui. Oui, ça pourrait limiter. Après, ils gagnent tellement d'argent que ça sera jamais limité. Hein. Mais là, on est, Corentin, on est d'accord, enfin, on est sur un problème qui dépasse le sport, on est sur un problème politique. Bien sûr. Bien sûr. C'est un problème d'éducation, honnêtement. Tu pètes un câble à 30 euros, 700 euros, puis même plus. À partir du moment où tu engages de l'argent, tu prends tes risques personnels, tu les assumes. C'est pas au sportif lui-même d'assumer les risques que tu as pris. Oui, bien sûr. Oui, non, mais là, le problème, c'est que Thibaut, voilà, un mec perd un pari, il peut traiter de tous les noms le sportif concerné. Enfin, derrière, il se passe rien, quoi. Tu vois, c'est. Ah oui, non mais totalement. Voilà. Non, mais le mec doit faire comme moi. Si ça l'atteint en tennis, il arrête de parier le tennis. Moi, ça fait des années que je parie plus le tennis. Tout simplement, si j'ai perdu un fric monstre. Je crois que l'un des derniers matchs que j'ai parié en tennis, et tu vas voir, ça remonte. C'est Djoko contre Fernando Verdasco à Doha, où je l'avais parié Verdasco vainqueur. Il perd le deuxième set alors qu'il mène le tie-break 6-1. Bon, là, à partir de là, j'ai dit, ouais, c'est bon, c'est fini. Ouais, non, mais malheureusement, c'est sans fin. Et là, vous parliez du scandale qui est sorti en Turquie, etc. Mais le tennis est aussi touché. Hein. Il y a eu un gros réseau qui est tombé en Belgique et en France. Pas sur le circuit principal, plus sur les challengers et sur les futurs. Où là, ça tombe au compte-gouttes, les joueurs, et qui truquaient les matchs. Donc, l'appât du gain est tellement beau. Il y a tellement d'argent facile à se faire que voilà, c'est malheureusement tous ces à côté sont pas sains et ça touche tous les sports maintenant. On en revient à la question épineuse. Est-ce que toi, un jour, tu t'es déjà fait approcher, on t'a proposé un billet sur un match? Qu'une fois, c'était au Cameroun. Je jouais une wildcard camerounaise, donc sans lui faire offense, je savais quand même que j'avais de grandes chances de gagner. Et on m'avait proposé, je sais plus ce que c'est le montant, c'était peut-être proche de 1000 ou un truc comme ça, pour perdre le premier set. Donc voilà, c'est la seule fois de ma vie que j'ai eu une proposition. Mais
J'ai un exemple assez concret, c'est un de mes meilleurs potes, c'est Alexandre Muller, qui est genre 40e mondial, là. On faisait un futur, donc les futurs, c'est le 3e échelon des tournois professionnels, et on joue en double, et on gagne le match. À la sortie du cours, il y a une fille qui lui donne un papier plié en deux et qui lui dit « tu l'ouvriras plus tard ». On rentre dans la voiture, Alex, qui est un peu beau gosse, qui fait le kéké, ah ça y est, j'ai une nouvelle admiratrice, une fille qui veut sortir avec moi, voilà, machin. Et le papier, c'était I have a deal, text me on Telegram. Donc on avait vite compris où ça voulait en venir, et le lendemain, on a vu au club que la fille, sur Telegram, elle écrivait à X, elle écrivait à Y, elle écrivait à Z, elle envoyait plein d'infos sur les tournois, etc. Donc nous, quand c'est comme ça, quand on reçoit une demande pour truquer un match, on est obligé de prévenir le juge arbitre. Et après, on a une plateforme pour signaler en envoyant le message, si c'est sur les réseaux sociaux, le compte, etc. On a plein de choses à faire. Et si on ne le fait pas, là, on peut être considéré comme complice. Et là, récemment, il y a 2-3 joueurs qui se sont fait suspendre parce qu'ils n'ont pas dénoncé alors qu'ils savaient. D'accord. Et le mec, quand il se pointe au Cameroun et qu'il te demande de truquer le match, C'était sur les réseaux sociaux, moi. Ah d'accord, ok. Donc ouais, tu sais pas s'il était sympa, pas sympa, d'accord, ok. Non. Il était, ça se trouve, il était même pas sur place ou. Oui, non, je pense pas. Alors, mais alors toi, Corentin, oui, tu peux te dire aussi, ça peut, dans le, allez, je sais pas si c'est le meilleur ou le pire des cas, ça peut même être quelqu'un de l'instance qui essaye de te piéger pour voir si t'es correct. Ah, ça existe, si ça reste anonyme et en ligne. Oui, bien sûr. Après, je sais que même maintenant sur les tournois, on a un organisme qui s'occupe de tout ce qui est anti-corruption, anti-dopage, etc. C'est le même endroit, c'est la même plateforme. Et c'est des personnes qui, sur les tournois, viennent faire des petits interrogatoires sur des joueurs. Tiens, est-ce que tu peux me donner ton téléphone ? On va checker quelque chose. Et si tu refuses, tu es considéré comme complice aussi. Donc voilà, sur les tournois, il y a un peu plus de présence. Je sais pas s'ils sont à envoyer des messages pour avoir des réponses sous couvert d'anonymat, mais en tout cas, ils mettent beaucoup de moyens pour tenter de limiter cette corruption. Tu t'es déjà retrouvé dans un match avec un mec en face de toi où tu t'es dit c'est pas possible, il lâche le match, il fait exprès? Oui, complètement. On le voit assez vite. Ça se fait beaucoup en double, parce qu'en double, il y a moins d'importance, on va dire. Pour beaucoup de joueurs, c'est un complément, on va dire, tant qu'ils sont encore ensemble, ils font double. Mais voilà, le double, c'est pas la priorité pour beaucoup de joueurs. Donc, ça m'est déjà arrivé. Et j'ai déjà eu aussi un mec qui a parié, alors que c'était mon partenaire. Et là, d'un côté, ça fait chier, parce que tu te dis, putain, à tout moment, je peux être un peu emmerdé, alors que moi, dans le fond, j'ai rien à me reprocher, quoi. Ah ouais. D'accord. Ah ouais. Ça va être, par exemple, c'est un mec qui sert très très bien et qui les 2 sets va se faire breaker et avec 2 doubles fautes, alors que le mec, il fait pas une double faute du match, quoi. Ouais. Donc là, tu te dis, bon, ok, j'ai compris. Ah ouais, moi, limite derrière, tu joues plus avec le mec, quoi. Bah non. Bah de toute façon, il a été suspendu là, donc. Ok, ouais, donc ça franchement, ça c'est chaud. On avait posé la question à Andrea Missut quand on l'avait eu dans le podcast, il était incapable de savoir il savait qu'il avait pas le droit de parier sur le vélo, mais il était complètement incapable de nous dire s'il avait le droit de parier sur d'autres sports. Est-ce que, en dehors du cyclisme, tu as le droit, Corentin, et vous, joueurs professionnels de tennis et joueuses, vous avez le droit de parier sur d'autres sports ou c'est complètement interdit? Non, on a le droit sur tous les autres sports, sauf si on connaît quelqu'un. Je sais pas, je deviens pote avec Mbappé. Sur le papier, j'ai pas le droit de parier sur ses matchs parce que potentiellement il peut me donner des infos. Ça peut être prouvé après. Ils prennent ton téléphone, il t'a dit que tel joueur allait pas jouer en avance, du coup tu peux parier avant que la cote elle chute, etc. C'est plus des cas comme ça, mais on va dire, c'est un peu à l'extrême. Mais hormis ton sport, on est libre de parier sur le reste. Je sais à quoi tu penses, oui, Thibaut. Limite. Après, je sais à quoi tu penses, Thibaut. Ça reste. C'est-à-dire. Bah dans le vélo, voilà, ceux qui cherchent à entretenir on va dire des relations de proximité et de sympathie avec des coureurs.
et qui pour avoir des infos pour les paris et qui potentiellement ne se rendent pas compte qu'ils peuvent niquer une carrière. On en connaît. Oui, potentiellement, oui, on en connaît. Enfin, moi, pas beaucoup, mais on en connaît. C'est la c'est dans le caractère et la philosophie de chacun. Tu vois, moi, honnêtement, si je vais parler à un coureur, c'est vraiment pas pour aller choper une info ou quelque chose. Puis ça m'emmerderait au possible pour aller gagner quoi. Non mais petit copec. Non mais oui. Ça sert à rien. Ça sert à rien d'emmerder un coureur pour aller choper une info comme ça. Bah oui. Non mais oui, non mais totalement. Corentin, t'en parlais, l'autre sujet épineux, l'autre sujet qui fâche, tu l'as évoqué un petit peu entre les lignes tout à l'heure. Toi, est-ce que comme un coureur cycliste, je crois que j'ai vu, il me semble, ce matin, je crois, Maël Guégan là, qui a été, je crois, il y a eu un contrôle ou un truc. Enfin, il mettait ça sur son compte Insta. On l'embrasse d'ailleurs, Maël, qui il disait sport propre, tout ça. Est-ce que toi tu peux être soulevé entre guillemets, mais est-ce que tu peux avoir des mecs à 6h du matin qui viennent sonner chez toi pour te faire une prise de sang? Est-ce que tu es obligé un petit peu de dire où tu te trouves un petit peu partout à tout moment de l'année? Alors non, parce que je suis pas sur le système Adams, donc je vais pas donner 1 heure par jour où on peut venir me contrôler. Par contre, moi les contrôles que j'ai, c'est en tournoi. Donc après un match, ils viennent te chercher direct à la sortie du cours et puis t'as un chaperon jusqu'à ce que tu passes le contrôle. Mais ça dépend beaucoup des fédérations, des comités olympiques aussi. J'avais un pote monégasque, pas Valentin, un autre qui était peut-être 300e mondial et qui lui était sur Adams parce que Monaco ils n'ont pas énormément de sportifs et ils étaient venus le contrôler au Kazakhstan par exemple sur un tournoi. Les joueurs français, je pense tous les joueurs dans les 100 ou 150 peut-être sont dessus, plus 2-3 joueurs un peu ciblés. Alors je ne sais pas les critères, mais à un certain niveau, t'es forcément sur Adams. C'est pas mon cas encore. D'accord. Mais dans certains sports, par certains sports, on parle souvent du vélo comme le sport le plus contrôlé. Est-ce que tu estimes que le tennis est un mauvais élève à apprendre ou quand même que vous en faites quand même pas mal malgré tout et que quand on décrit et qu'on critique du côté du vélo certains autres sports dont le tennis, malheureusement pour certaines actualités, c'est un peu injustifié? Oui, je suis pas complètement sur le circuit principal, donc sur les plus gros tournois, mais je sais que sur les tournois principaux, il y a quand même pas mal de contrôles. Alors la récurrence, je ne sais pas, mais tous les mecs sont quand même beaucoup contrôlés. J'ai fait Roland-Garros plusieurs fois, je l'ai fait une fois en double, tableau principal. Après une défaite au premier tour, on a été contrôlé. En junior, j'avais été contrôlé après un match aussi. Après sur les tournois, une fois j'ai été contrôlé 3 semaines de suite. Et c'était les 3 seules fois de l'année. Par contre, je pense qu'il dérange un peu sur le tennis. Et là, c'est ce qui aussi me dérange un peu, c'est sur le traitement des top joueurs sur des contrôles. Merci. Sur on sait pas tout. On veut quand même, il représente la marque de la TP ou de la WTA, donc c'est quand même une belle image. Donc si, donc ça va être forcément l'exemple de Sinner. Si il est suspendu, on va perdre du coup peut-être toute l'audience italienne, elle va partir, etc. Swiatek a été contrôlée, elle s'est fait suspendre pile pendant la prépa foncière où il n'y a pas de contrôle, où il n'y a pas de tournoi. Donc c'est plutôt ça qui donne une mauvaise image du sport et du traitement sur le dopage. Tu rejoins en fait les propos de Djokovic sur le traitement de Sinner, quoi. Après, quand on sait que le patron de l'ATP il est italien, qu'il y a plusieurs personnes à l'ATP qui sont italiennes, est-ce qu'il n'y a pas un petit... Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans les faits, sa défense, elle peut complètement s'entendre.
et ça a été prouvé que la quantité retrouvée était pas suffisante pour augmenter les performances. Mais il y a eu d'autres joueurs qui ont eu les mêmes problèmes avec les mêmes taux, etc., qui eux ont pris leurs 2 ans de suspension parce que ils n'étaient pas signés pour se défendre, quoi. Donc et puis parce qu'ils n'étaient pas numéro 1 mondial, quoi. Voilà, exactement. Donc il y a un symbole derrière. Ouais, voilà. Après, il y a plein d'exemples où on sait pas tout. Pareil, des petites maladies un peu suspectes. Il y a des joueurs qui ont pris des mononucléoses, qui sont jamais revenus. Voilà, c'est toujours un peu caché. On veut tellement pas faire de vagues qu'au final on cache des choses. Mais et c'est vrai que c'est un peu dérangeant parce que forcément sur le vélo, dès qu'il y a le moindre bruit, tout de suite ça prend une ampleur de fou. Et quand on ramène, là il y a le tennis, mais sur l'exemple du rugby, on sait très bien que les Sud-Africains, le dopage, voilà, il y a quelque chose qui est sorti l'autre jour, qu'il y avait un joueur qui a été repris parce que au final il n'a pas été suspendu. Il y a eu quand même plusieurs histoires avec eux et pareil, au final, ouais, ça passe, quoi. Alors que non, ça n'a pas passé, quoi. Le rugby, pareil, on sait très bien que c'est un sport où le physique prime et pour être le plus fort, les mecs, à un moment donné, ils passent de l'autre côté et voilà, il n'y a pas trop de contrôle, quoi. Enfin, j'imagine qu'il y a des contrôles, mais après les instances protègent, quoi. Oui, après, de toute façon, dans tous les cas, même au niveau des instances, on va parler vélo, on va parler d'actualité. La gestion du cas Lascano, où on attend la fin de saison pour aller, on va dire ça, balayer d'un coup de revers, le timing n'est pas choisi au hasard. Tu aurais pu le sortir plus tôt, avant le Tour de France même. On choisit quand même la fin de saison où c'est beaucoup moins médiatique. Oui. C'est sûr, sur le vélo, il y en a toujours eu quand même avant le Tour de France une petite story sur le dopage qui sortait un peu régulièrement quand même. Donc là, ils ont été fins de pas sortir vraiment avant le Tour, quoi. Oui. Après, c'est un petit peu l'interrogation qu'on a aujourd'hui. On sait que Armstrong, clairement, il avait été couvert par l'UCI à 25 ans. L'UCI, Eric Boyer nous l'avait raconté dans le coup tordu. On l'avait l'année dernière à la même époque, quand Greg LeMond se pointe avec toutes les preuves de l'EPO à l'UCI et que il se passe rien. Donc la question qu'il y a dans le vélo aujourd'hui, c'est est-ce que s'il y avait un scandale, est-ce qu'il y avait un scandale UAE, et sachant que si aujourd'hui, je crois, voilà, pas travestir ses propos, mais c'est un petit peu ce qu'insinuait Saderaï a fait Grand Plateau a fait un épisode entier sur le podcast cette semaine, très très bon d'ailleurs. Voilà, je crois que Jérôme Pinault insinuait plus ou moins que voilà, est-ce que s'il y avait un gros scandale aujourd'hui, et je le rejoins, est-ce que les instances auraient intérêt, voilà, imaginez, je sais pas, Pogačar est pris par la patrouille, pour l'écosystème économique global et pour l'image du vélo, mais ça serait une catastrophe pour toutes les équipes. Donc l'intérêt finalement de tout le monde, l'intérêt éthique, ça serait évidemment de sortir le truc, mais on va dire l'intérêt, le truc qui fait croquer tout le monde, mais ça serait, enfin on a vu qu'Armstrong, Festina, tout a été une catastrophe. Donc, tu vois, la réflexion, je pense que dans tout sport, la réflexion, en haut, elle doit être aussi ça. C'est un petit peu ce que tu nous décris, Corentin, puis, sur le tennis. Honnêtement, quand tu as un coureur, et puis quand tu as un coureur aussi dominant que Pogačar, on va balayer toute suspicion, mais je pense qu'honnêtement, il en est rendu à un stade avec son équipe où ils sont plus puissants que l'UCI. Ouais. De par l'aura de Pogačar et le mal que ça pourrait faire à son sport, il est beaucoup plus puissant que l'UCI. Tu rejoins aussi. L'UCI, quelque part, a besoin de Pogačar et a besoin du AE. Ouais. Exactement. Et puis je crois aussi, il me semble aussi que c'est Jérôme Pinault qui disait que voilà, à un moment donné, ils peuvent se pointer, mettre 3 milliards et puis racheter l'UCI. Et puis racheter tout le système. Ouais, après, comme dans tous les sports, n'est-ce pas, par exemple, sur le foot, il y a un scandale qui sort au Real ou, je sais pas, Manchester City, l'UEFA, ils vont tirer la tête aussi. Donc forcément, tout ça pose des questions. Ça pose des questions en matière d'équité sportive. Et puis moi, je sais, je l'ai souvent dit dans le podcast et ça a choqué. Certains sont venus un petit peu me rentrer dans la tronche pour ça. Mais Nadal, ça serait dans le cyclisme, il court pas.
Voilà, jamais, faire enchaîner des Roland-Garros sous intraveineuse, dans le vélo, ça n'existe pas. Mais c'est pas le seul. Après, on parle de Nadal sur ses intraveineuses, mais il y a des footeux qui te disaient que pour tenir un match de Ligue des Champions, à la mi-temps, ils se faisaient des infiltrations. Mais ça, dans certains sports, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. À partir du moment où tu prends des médocs, que ce soit autorisé ou non, mais pour tenir la douleur, pour essayer de maintenir ta performance, tu rentres dans une philosophie, dans un mood où, clairement, dans certains sports, c'est du dopage. Moi, c'est là que ça me dérange un petit peu vis-à-vis du cyclisme où le coureur il va vouloir prendre un tout petit truc mais qui est dans les règles. On va dire ah bah oui mais tout de suite c'est un dopé, alors que la même chose dans tous les autres sports on va rien dire. Et en tant que fan de vélo, on rattache tout de suite au dopage la prise du moindre médicament, mais qui peut être autorisé parce que pour plein de choses. Ah oui, non. Puis après, c'est aussi une question de santé. Regarde tous les footballeurs. Je crois Bruno Rodriguez qui joue au PSG, qui a joué à Metz aussi, il me semble. Gabriele Batistuta, on parlait des Argentins tout à l'heure. J'ai encore un autre exemple en tête. Enfin, voilà, beaucoup de joueurs qui ont joué sous intraveineuse quasiment toute leur carrière dans les années 90. Ils vieillissent mal. C'est dur. C'est vraiment, comme nous disait Eric Boyer, un palmarès, ça rend pas heureux. Donc, non. Puis on se soigne pas avec des infiltrations. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, ça masque la douleur, mais c'est là où c'est dommage et où on parle de plusieurs sports, c'est que ça c'est beaucoup d'argent, la lutte antidopage, c'est beaucoup de réglementaires, mais ce qu'il faudrait déjà globalement, au-delà de plus de moyens pour les instances antidopage, c'est d'avoir une harmonie entre tous les sports. Parce que chaque sport est différent et chaque sport a une manière de lutter totalement différente. Ça c'est sûr. Quand après, c'est encore un autre degré de dopage, mais quand on voit ce qui s'est passé à Sochi, on se dit que ça peut arriver, juste s'ils sortent les moyens, peu importe l'organisme, peut arriver à truquer les tests ou à avoir, vu que le nerf de la guerre c'est l'argent, si t'es plus puissant, t'as un peu tous les droits, quoi. Bah oui. Comme dirait VALD, ce monde est cruel. Exactement, Corentin. Alors je disais il y a 2 secondes qu'un palmarès ça rend pas heureux, mais bon, il y a quand même des victoires qui rendent heureux. T'as remporté un tournoi récemment, Corentin, du côté du Rwanda, qui avait lieu quasiment. T'as pu voir les championnats du monde de Kigali ? Non, parce que pour la petite histoire, ça fait c'est la 3e année que j'allais à la même période pour faire les tournois. Et ils ont été décalés à cause des championnats du monde. D'accord. Toi, Thibaut, t'as remporté ce challenger de fort belle manière. D'ailleurs, toi, Thibaut, t'avais une question à poser à Corentin sur justement ce tournoi à Kigali. Ah bah oui, parce qu'on a vu que les conditions du côté du cyclisme étaient particulières. Il y a quand même une acclimatation à avoir. Est-ce que toi, justement, sur ton tennis, sur tes performances physiques, tu as eu besoin de ce temps d'acclimatation et tu as senti que c'était différent par rapport à d'autres tournois ? Alors, non, pas sur les conditions physiques pures, ça va plutôt être sur les conditions par rapport au jeu. Parce que l'altitude fait voler les balles, donc on a un peu moins de contrôle. Le jeu est un peu plus rapide. Donc c'est plutôt ça qui rentre en compte. Vu que ça fait quand même plusieurs fois que j'y vais, maintenant je suis un peu habitué, je sais ce que j'ai besoin de faire pour pas perdre de temps à trouver mes réglages. Après j'ai vu un peu toutes les sorties des coureurs, je crois que Stéphane Kuhn ou d'autres joueurs se sont plaints de la pollution. C'est un fait. Ce qui s'est passé aussi pour eux, alors d'un côté ils ont eu de la chance parce qu'ils n'ont pas eu de pluie et donc du coup pas de route un peu trop glissante. Par contre on sait que la pluie peut aider quand même à faire diminuer la pollution, etc. Et ils en ont pas eu et mine de rien on est dans une ville avec beaucoup de collines, donc ça stagne. Et vis-à-vis de la respiration, je peux comprendre leur frustration. Après sur l'altitude on est quand même qu'à 1500 et puis
eux, ils n'ont pas eu sur le papier beaucoup de changements d'altitude. Le plus haut, c'était peut-être 1007, et encore, je suis même pas sûr avec le Mont Kigali. Presque, Donc, on est sur du 1500 tout le long. Quand eux, ils passent beaucoup de temps dans les stages en altitude, je pense pas où ils vont vite monter sur du plus de 2000, presque 3000 à certains endroits. Là, c'était quand même pas très impactant, je dirais, sur la performance. Et il paraît qu'en tennis, par contre, on parle souvent en vélo du cap des 1800-2000 mètres d'altitude, mais il paraît qu'en tennis, souvent j'ai en tête l'exemple du tournoi de Madrid, je crois que Madrid est à 600 mètres d'altitude, il paraît que juste un peu d'altitude, pas grand-chose, il paraît que les balles, elles volent pas exactement de la même manière. Ouais, exactement. Madrid, c'est un très bon exemple parce que c'est pas très haut, mais on sent direct l'altitude. Alors, je te parle même pas d'aller faire des tournois au Mexique à 2500. Là, c'est encore un autre délire, mais ouais, ça impacte vraiment sur le jeu. Donc après, on a des petites techniques pour réduire un peu cette sensation de trampoline dans la raquette. Mais ouais, sur l'aspect physique, on n'est pas trop dérangé, mais ouais, le jeu est quand même assez impacté. D'accord. Alors, en tant que profane, moi, justement, c'est ton matériel qui évolue, c'est ta façon de jouer, de taper les balles. Ouais, alors du coup, on va essayer de peut-être viser un peu plus court parce que naturellement, la balle va être un peu plus portée. Et après, il va y avoir le cordage, donc le matériel qui va rentrer en compte où on adapte la tension. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant chaque match, on a des raquettes tendues avec une certaine tension en kilos et si on veut avoir plus de contrôle, on va augmenter la tension. A contrario, si on veut avoir plus de puissance, on va diminuer la tension. Et moi, par exemple, pour Rwanda, j'ai mis 1,5 kg de plus que ma tension habituelle. Ce qui est un peu délicat aussi, c'est que toutes les balles sont différentes en fonction de la marque. Et puis, par marque, il y a plusieurs types de balles. Et que toute l'année, tous les tournois, on doit sans arrêt s'habituer au type de balles. Et il y a des balles qui sont hyper bien à jouer en altitude, et puis il y en a d'autres qui sont horribles. Donc là, des fois, c'est au joueur qui va avoir le plus de facilité à s'adapter. Et c'est, du coup, ça joue beaucoup sur le résultat. Et il y a pas mal de joueurs qui s'ils aiment bien, ils vont chercher justement les tournois en altitude parce qu'ils vont avoir des préférences de jeu et ils savent quoi faire justement pour bien se débrouiller en altitude. Et avantage aux joueurs à domicile. Ne livre pas tous tes secrets sur le Rwanda, sachant que tu es surnommé l'ambassadeur et tu es le maître de ces lieux. Voilà. Il faut qu'on dise sa domination comme Pogacar. Exactement. Exactement. J'ai encore, on va encore deux petites questions à te poser, Corentin. Déjà, on va parler un petit peu de l'année qui arrive. Est-ce que toi, en tant que joueur, on sait que le Tour de France est le Graal pour tout joueur pour tout cycliste professionnel. Donc Roland Garros. Alors, tu as participé, t'as fait, je crois que tu as passé 2 fois le premier tour des qualifs, c'est ça ? C'est ça. J'ai fait 3 fois les qualifs et 2 fois le tableau en double. Est-ce que intégrer le tableau principal en simple, est-ce que c'est une obsession ? Est-ce que c'est un véritable objectif de carrière ? Je pense que c'est l'objectif minimum pour tous les joueurs qui sont sur le circuit pro et qui, on va dire, qui ont les aptitudes pour y arriver. Parce qu'il faut savoir que pour être dans le tableau final d'un grand chelem, c'est quasiment être dans les 100 premiers mondiaux, pardon. Et c'est l'objectif premier de tout joueur. Donc forcément, en étant dans les 100 premiers, ça nous donne accès à tous les grands chelems et même à d'autres tournois. Et les grands chelems, c'est l'équivalent Roland Garros et le Tour de France, c'est le must de la compétition. Donc c'est l'objectif de tout le monde. Après, il y a un objectif qui est un peu intermédiaire, c'est de participer aux qualifications de ces tournois, qui nécessite un classement autour de la 230e place mondiale, qui pareil, là aussi, c'est quand même
un bel objectif et c'est aussi un soulagement financier parce que forcément sur ces tournois il y a plus d'argent tout de suite, donc ça permet de pouvoir agrandir un staff avec des rentrées d'argent un peu plus conséquentes. Alors, donc là, ça veut dire que quand tu prépares ton calendrier pour l'année suivante, tu regardes un petit peu les tournois où tu peux aller. Est-ce que finalement, t'as un petit peu, faudrait presque Vinokourov, la fameuse IA de. Il y a des joueurs comme ça là d'ailleurs qui font un petit peu qui cherchent un petit peu à avoir des tournois par IA, un peu comme Vinokourov a fait pour Astana. Là, ça existe un peu dans le tennis pour avoir un calendrier optimal. Par IA, je pense pas, parce que ta programmation va vachement dépendre de ton classement. Parce que pour participer à un tournoi, ça va être une liste d'entrée des joueurs et en fonction de ton classement, tu rentres sur les tournois ou non. Donc, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on fait une prog sur les 2-3 premiers mois de l'année. Et après on affine en fonction de tes résultats. Si t'as pris des points et que t'es monté au classement, peut-être que tu vas changer de catégorie de tournoi. Par contre, ce qu'il faut savoir au tennis, c'est qu'on doit défendre les points de l'année d'avant. Donc si on a une période où on a pas mal de points à défendre et qu'on ne défend rien, forcément on va défendre au classement. Et là il faut faire un petit peu la gymnastique inverse et peut-être chercher des tournois un peu moins forts. Donc voilà, là ce qui est un peu particulier pour mon cas, c'est que la programmation de tournois des challengers n'est pas encore sortie pour le début d'année 2026, donc on va attendre un petit peu avant de faire une prog. Après quasiment les tournois restent les mêmes d'une année sur l'autre, donc on fait des petites trames et après on attend l'officialisation pour pouvoir s'inscrire. Mais vraiment, l'objectif, c'est centré pour essayer d'intégrer les qualifs de Roland-Garros et essayer de... D'accord, Corentin. Moi, j'avais une petite dernière... Alors, il y en a qui vont se dire, qui écoutent le podcast Le Coup Tordu, là, alors qu'il est, ils vont se dire, putain, c'est cool, 393e épisode, il nous a pas placé Side Limit dans l'histoire. Eh bah si, je vais réussir à vous placer Side Limit. Alors j'ai découvert il y a pas longtemps qu'il y avait un équivalent ça m'intéresse de Side Limit, donc qui est un peu le Sorare du vélo, même si voilà les jeux s'éloignent. Il y a un équivalent qui s'appelle Funky Ball, voilà, qui est un Sorare du tennis. Et t'as tes cartes dessus, comment ça se... Non, j'ai pas. Alors Tu connaissais? Ouais, je connaissais les mecs qui m'en ont parlé et je dois avoir faut que je les recontacte. Donc j'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants des avantages pour les joueurs, et pareil aussi des compétitions avec les cartes etc. Je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais oui c'est sorti il y a pas très longtemps. Après, je pense que Mina Sora a créé plein de petits dans plusieurs sports. Et Fungible en fait partie comme Side Limit, je pense. Ouais, j'ai été voir, ça ressemble quand même, on est assez proche de Sorare et de Side Limit. Il y a des mises aux enchères des joueurs et des joueuses. On a aussi alors là, il y a des packs un peu, comme sur Sorare d'ailleurs, des packs essence où voilà, on achète des packs en fait, on achète des packs de coureurs et de coureuses, ça n'existe pas sur Side Limit. Donc tu sais pas du tout un joueur qui est sur Funky Ball sur la vente d'une carte, quel est le pourcentage à peu près de ce qu'il va récupérer? Non, j'ai pas. Je sais que j'ai quelques potes qui sont dessus, mais pour être honnête, on n'a pas forcément échangé là-dessus. Mais c'est franchement, pour avoir joué à Sorare dès le début, où j'ai bien aimé ce concept de fantasy et voilà, je suis fan de sport tout court, donc j'étais plutôt assez content du concept et d'avoir ça dans son sport. Je pense que c'est un plus. Après, je sais pas jusqu'où ils veulent se développer, ce qu'ils ont en tête comme compétition, comme partenariat avec les joueurs, quelles sont les retombées pour nous, mais c'est forcément un plus, c'est sûr. Oui, puis bon, s'ils sont comme sur Side Limit, ils vont aller sur l'intégralité des tournois, mais ouais, moi je trouve que c'est voilà, si ça permet d'avoir un petit complément de revenus pour toi, pour les joueurs, sortir un petit peu du système de
de primes qu'on connaît pour les joueurs et pour les joueuses de tennis, et aussi du sponsoring classique pour le vélo. Ouais. Voilà, et puis ça reste quand même, voilà, il peut y avoir de l'addiction pour ça. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu de cas, mais voilà, ça reste quand même, voilà, on va dire des systèmes un petit peu plus sains de manière globale que les paris sportifs, même si bien évidemment il faut comme tout, voilà, faut savoir gérer son budget et son argent. Attends, parce que on pourrait voir fleurir des mecs qui viennent le voir sur Instagram. Ouais, ta carte elle a perdu 5 €. Hein. Oui. Effectivement. On sait pas, ça peut arriver, vu que les gens sont de plus en plus fous. C'est une possibilité. Exactement, Corentin. Thibaut, un petit dernier mot à rajouter? Non, honnêtement, merci Corentin pour la disponibilité, c'était très bien, et au plaisir de te retrouver dans un prochain podcast, surtout pour parler de ta saison 2026, et en espérant qu'elle t'ouvre les portes de Roland-Garros. Parce que je sais que tu es impérien et que tu aimes particulièrement cette compétition. Exactement, et puis c'est presque à la maison, donc c'est encore la cerise sur le gâteau, on va dire. Bon, écoute, on suivra tout ça, Corentin. Donc abonnez-vous, amis auditeurs du Coup Tordu. Corentin Denoli, t'es présent sur Instagram? Ouais, Instagram et Twitter. D'accord. Voilà, beaucoup sur Twitter pour suivre l'actualité vélo, je trouve, c'est assez pratique. Et puis Insta, plus pour les partages de résultats, de contenu, on va dire, plus photo, vidéo classique, quoi. Bon, abonnez-vous, Corentin Denoli sur Instagram. On mettra bien évidemment voilà, tout ce qu'il faut dans le lien de l'épisode. Instagram, sur X, sur Twitter. N'hésitez pas à aller parler vélo avec Corentin. Voilà, il sera toujours content d'échanger avec vous. Et puis nous on va te suivre. Hein, voilà, on suit beaucoup le vélo, mais voilà, on a aussi un regard et un œil particulier sur les cyclistes, et désormais toi, voilà, le tennisman qu'on aura reçu dans le Coup Tordu. Donc on va bien évidemment suivre avec attention tes résultats en 2026 et après. Merci infiniment pour ton temps, Corentin. Ouais, Thibaut. Et surtout, je complète sur les messages quand vous vous abonnez et que vous allez en message privé, compenser les messages de haine par des messages. Non, mais ouais, c'est exactement ça. C'est exactement voilà. Et c'était exactement dans ce sens-là que je dirigeais mon propos. Exactement. Merci infiniment, Corentin. Merci à vous pour l'invitation. C'était top, c'était un plaisir. Et puis à la prochaine. Très très vite pour un prochain Coup Tordu. Et puis Thibaut, prochain numéro, Yanis Voisard. Ouais, top. Écoute, très très bien, voilà. Et on vous rappelle que le Coup Tordu est présent sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner, à interagir. Nous aussi, c'est un kiff de vous avoir. Allez, à très très vite avec Yanis pour le 394e épisode. Ciao les amis. Ciao.